ओके, तुम्हारी बात तो इंटरेस्टिंग है। Dans Ninja Assassin, le danger ne frappe presque jamais comme un homme ordinaire. Il ne sonne pas à la porte. Il ne menace pas longtemps. Il ne cherche même pas vraiment à être vu. Il attend dans le noir, il glisse dans un coin de la pièce, et quand on comprend enfin qu'il est là, il est déjà trop tard. C'est exactement ce que le film veut nous faire ressentir dès ses premières minutes. Avant même de nous expliquer qui est Raizo, avant même de nous parler du clan Ozunu, il nous plonge dans une scène qui ressemble presque à une légende urbaine devenue réelle. On entre dans un monde où les ninjas ne sont pas seulement des personnages de vieux récits japonais, ni des silhouettes de bandes dessinées. Ici, ils sont présentés comme une force invisible, ancienne, extrêmement violente, capable de traverser les époques en restant cachée aux yeux du monde moderne. Et c'est là que Ninja Assassin trouve son identité. Ce n'est pas un film d'action qui cherche la subtilité psychologique à chaque scène. Ce n'est pas non plus un thriller réaliste où tout doit sembler possible dans notre quotidien. C'est un film de vengeance stylisé, brutal, presque excessif, qui prend le mythe du ninja et le transforme en cauchemar moderne. Les lames surgissent de l'ombre, le sang jaillit de manière exagérée, les corps tombent en quelques secondes, et derrière tout cela, il y a l'histoire d'un enfant qu'on a voulu transformer en machine à tuer. Cet enfant, c'est Raizo. Mais avant d'arriver à lui, le film commence avec une autre image. Une image sale, nocturne, presque moqueuse. À Osaka, dans une pièce remplie de tension,
un tatoueur travaille sur le corps d'un jeune gangster. L'ambiance est déjà lourde, mais elle garde encore quelque chose de presque ordinaire dans le monde du crime. On parle d'argent, de réputation, de tatouages, de menaces. Le jeune homme pense appartenir à un univers dangereux. Il se croit peut-être déjà proche du sommet, parce qu'il a des armes, des hommes, une attitude arrogante, et cette confiance typique de ceux qui n'ont pas encore rencontré quelque chose de vraiment supérieur à eux. Puis une enveloppe arrive. À l'intérieur, il y a du sable noir. Et soudain, toute la scène change de nature. Ce sable n'est pas un simple objet mystérieux. Dans le langage du film, c'est un avertissement, une signature, une condamnation. Ceux qui le reçoivent ne sont pas simplement menacés. Ils sont déjà marqués. Le tatoueur comprend avant les autres. Il sait que cette histoire dépasse les gangs, dépasse la police, dépasse même les règles habituelles du crime organisé. Il parle d'anciens clans, d'assassins invisibles, de guerriers qu'on croyait presque légendaires. Les autres peuvent rire, mais lui sent déjà que la mort est entrée dans la pièce, et elle ne va pas tarder à se montrer. Les lumières vacillent. Les ombres bougent. On entend des sons, mais on ne voit pas clairement d'où ils viennent. C'est l'un des choix les plus importants du film. Les ninjas ne sont pas introduits comme des combattants ordinaires. Ils apparaissent d'abord comme une peur primitive. Quelque chose qui attaque depuis l'obscurité, qui coupe avant de se révéler, qui fait comprendre à ses victimes que les armes modernes et les muscles ne servent presque à rien contre une discipline aussi ancienne. La scène devient alors un massacre. Le jeune gangster et ses hommes sont découpés avec une rapidité presque irréelle. Le film ne cache pas son goût pour l'excès. Il ne suggère pas simplement la violence. Il la projette au visage du spectateur. Les corps sont ouverts, les membres tombent, le sang éclabousse les murs, et l'action prend un ton volontairement outrancier, comme si le film voulait dire dès le départ. Ici, on ne vient pas pour une version douce du mythe ninja. On vient pour un cauchemar sanglant, stylisé, sans retenue. Et au milieu de cette scène, quelque chose devient clair. Les gens qui contrôlent cette violence ne sont pas de simples tueurs. Ils appartiennent à une organisation. Ils ont des règles, une histoire, une méthode. Le monde moderne pense avoir dépassé les anciennes peurs, mais Ninja Assassin imagine que certaines de ces peurs n'ont jamais disparu. Elles se sont seulement mieux cachées. C'est ce qui rend le film intéressant malgré son apparence très directe. En surface, on pourrait croire qu'il s'agit seulement d'un film de combat, de sabre, de chaînes et de vengeance. Mais son moteur est plus précis. Il parle d'une organisation qui vole l'enfance, fabrique des assassins, efface l'identité, puis appelle cela de la discipline. Le clan Ozunu ne forme pas seulement des guerriers. Il brise des enfants pour en faire des armes. Et Raizo est l'une de ces armes. Le film ne nous donne pas tout de suite son histoire complète. Il préfère construire autour de lui une aura de mystère. Quand il apparaît, on sent qu'il n'est pas un héros classique. Il est calme, presque froid. Son corps porte les traces d'une vie de souffrance. Ses gestes sont contrôlés, ses réactions rapides, son regard fermé. Il n'est pas présenté comme un homme qui cherche simplement à faire le bien. Il est présenté comme quelqu'un qui a survécu à un enfer, et qui a appris à utiliser cet enfer contre ceux qui l'ont créé. Mais pour comprendre pourquoi Raizo est devenu l'ennemi de son propre clan, il faut d'abord comprendre ce que Mika Koretti découvre de son côté. Mika travaille à Europol, à Berlin. Elle n'est pas une guerrière ninja. Elle n'a pas le corps entraîné de Raizo, elle ne connaît pas les codes du clan Ozunu, et au départ, elle appartient à un monde beaucoup plus rationnel. Son univers est celui des dossiers, des traces financières, des enquêtes politiques, des connexions invisibles entre argent et violence. Elle ne cherche pas une légende. Elle cherche une explication. Et c'est justement cette recherche qui la met en danger. En étudiant plusieurs assassinats liés à des personnalités importantes, Mika remarque quelque chose d'étrange. Des morts qui semblent séparées par le temps, par les lieux, par les contextes politiques, pourraient en réalité être liées à un même système. Derrière certaines exécutions, il y aurait des paiements. Derrière ces paiements, des intermédiaires. Et derrière ces intermédiaires, une organisation que personne ne veut vraiment prendre au sérieux. Des clans d'assassins qui auraient survécu jusqu'à l'époque moderne. Pour ses collègues, cette idée paraît presque absurde. Dans un bureau d'Europol, parler de ninja
peut sonner comme une obsession ou comme une théorie trop spectaculaire pour être crédible. C'est là que le film oppose deux mondes. Le monde officiel, qui veut des preuves propres, visibles, administratives. Et le monde de l'ombre, qui existe justement parce qu'il ne laisse presque jamais de preuves vivantes. Mika se retrouve donc dans une position dangereuse. Plus elle avance, plus elle comprend qu'elle touche à quelque chose de réel. Mais plus elle comprend, plus elle devient une cible. Ce détail est essentiel, parce que Mika n'est pas seulement un personnage secondaire destiné à être protégé par le héros. Elle est la porte d'entrée du spectateur dans le mystère. Elle représente notre propre scepticisme. Comme elle, on pourrait se demander comment une organisation aussi ancienne pourrait encore fonctionner dans une époque de caméras, de bases de données, de frontières surveillées et de renseignement international. Et comme elle, on découvre peu à peu que le clan Ozunu ne survit pas malgré le monde moderne, mais en utilisant ses angles morts. L'argent circule. Les gouvernements cachent certaines vérités. Les crimes politiques ont toujours besoin de mains invisibles. Et le clan vend exactement cela. Une mort sans visage, sans témoin, sans responsable clair. À partir du moment où Mika s'approche trop près de cette vérité, elle cesse d'être une analyste derrière un bureau. Elle devient une proie. C'est ici que la présence de Raizo commence à changer l'énergie du film. Lui connaît ce que Mika découvre. Il sait comment le clan pense, comment il frappe, comment il traque. Il sait aussi que personne ne peut vraiment se défendre contre les Ozunu en les traitant comme de simples criminels. Pour affronter ces assassins, il faut comprendre leur discipline, leur faiblesse, leur orgueil et surtout la peur qu'ils inspirent. Raizo est donc à la fois la preuve vivante de l'existence du clan et sa plus grande erreur. Parce que le maître Ozunu a voulu créer un assassin parfait. Il a voulu façonner un enfant sans attache, sans compassion, sans doute. Il a voulu fabriquer une arme capable d'obéir sans trembler. Mais quelque chose a résisté chez Raizo. Une partie de lui n'a jamais complètement accepté de devenir ce que son maître exigeait. Et cette petite résistance, presque invisible au départ, va devenir une vengeance. Le film joue beaucoup sur cette idée. Une organisation peut contrôler un corps, imposer la douleur, punir la faiblesse, répéter que l'amour est une erreur et que la peur doit être dominée. Mais elle ne peut jamais être certaine d'avoir détruit tout ce qui rend un être humain humain. Chez Raizo, cette humanité a été enterrée sous les cicatrices, sous l'entraînement, sous le sang. Pourtant, elle existe encore. Et c'est précisément pour cela qu'il devient dangereux pour le clan. Car un assassin qui obéit est utile. Mais un assassin qui se souvient, qui souffre, et qui veut comprendre pourquoi il a été brisé, devient une menace incontrôlable. Dans cette première partie du film, le suspense ne vient donc pas seulement de la question. Qui va survivre à la prochaine attaque? Il vient surtout d'une autre question, plus profonde. Qu'est-ce qui a pu arriver à Raizo pour qu'un homme formé par les Ozunu décide un jour de se retourner contre eux? La réponse se trouve dans son enfance. Et cette enfance n'a rien d'un simple entraînement héroïque. Ce n'est pas l'histoire classique d'un jeune garçon qui apprend les arts martiaux pour devenir plus fort, plus sage ou plus noble. C'est l'histoire d'un enfant arraché à toute douceur, enfermé dans une école de violence, forcé d'accepter la douleur comme seule langue, et élevé par un maître qui confond la discipline avec la cruauté. Le maître Ozunu n'agit pas comme un professeur, il agit comme un propriétaire. Pour lui, les enfants du clan ne sont pas des personnes. Ce sont des investissements, des corps à endurcir, des réflexes à perfectionner, des émotions à éliminer. Chaque cicatrice devient une leçon. Chaque punition devient un message. Chaque instant de faiblesse devient une humiliation publique. Et dans ce système, Raizo apprend très vite que survivre ne signifie pas vivre. Survivre signifie encaisser, se relever, se taire, frapper plus vite, ne pas pleurer, ne pas regarder en arrière. Mais même dans cet endroit, il existe une présence qui change tout, Kiriko. Kiriko n'est pas simplement un souvenir romantique ou une figure fragile placée dans le passé de Raizo. Elle représente l'idée la plus dangereuse que le clan puisse imaginer, la possibilité de choisir une autre vie. Dans un monde où l'obéissance est présentée comme une loi sacrée, Kiriko ose désirer la liberté. Elle ose imaginer qu'un enfant entraîné pour tuer pourrait encore refuser son destin. Et pour Raizo, cette idée est une révolution silencieuse. Au départ, il ne sait peut-être pas comment l'exprimer.
Il est trop jeune, trop conditionné, trop surveillé. Mais la présence de Kiriko ouvre une fissure dans le mur que le clan construit autour de lui. Elle lui montre qu'il existe autre chose que la peur du maître, autre chose que les coups, autre chose que cette voix répétant que la souffrance est le seul chemin. C'est pour cela que la relation entre Raizo et Kiriko devient si importante. Elle n'a pas besoin d'être longue ou très expliquée pour marquer le personnage. Dans ce genre d'enfer, un simple geste de tendresse peut devenir immense. Un regard, une parole, une preuve de compassion peuvent peser plus lourd que des années d'entraînement. Le clan Ozunu peut apprendre à Raizo à tuer. Mais Kiriko lui rappelle pourquoi il pourrait un jour refuser de tuer pour eux. Et c'est précisément cette mémoire qui prépare toute la suite du film. Parce que Ninja Assassin n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui veut se venger. C'est l'histoire d'un homme qui doit affronter l'endroit où son humanité a failli mourir. Pour détruire Ozunu, Raizo ne doit pas seulement combattre des ninjas. Il doit retourner dans le passé, regarder en face la douleur qu'on lui a imposée et transformer ce traumatisme en force. La première partie installe donc 3 lignes de tension qui vont se rejoindre. La légende sanglante des ninjas dans le monde moderne, l'enquête de Mika qui menace de révéler ce que personne ne veut voir, et le passé de Raizo qui explique pourquoi le meilleur assassin du clan est devenu son ennemi le plus dangereux. Et maintenant que Mika a commencé à lever le voile, le clan ne peut plus rester immobile. Dans ce monde, découvrir la vérité ne suffit pas. Il faut survivre assez longtemps pour la prouver. Pour comprendre Raizo, il faut revenir à l'endroit où tout commence vraiment pour lui. Pas dans une ville moderne, pas dans les couloirs d'Europol, pas dans une scène d'action spectaculaire. Son histoire commence dans un lieu fermé, isolé, presque hors du temps, où des enfants n'apprennent pas à grandir, mais à disparaître. Le clan Ozunu ne se présente pas comme une simple école d'arts martiaux. C'est une fabrique d'assassins. Dès l'enfance, les élèves sont coupés du monde extérieur, privés d'une vie normale et soumis à une discipline qui ne laisse aucune place à la faiblesse. Le maître Ozunu ne cherche pas à former des combattants équilibrés. Il cherche à fabriquer des instruments, des corps capables d'obéir, de souffrir, de tuer, et surtout de ne jamais remettre en question l'ordre reçu. Raizo arrive dans ce monde comme un enfant sans défense. Il n'a pas choisi cette vie. Il ne comprend pas encore l'ampleur de ce qui l'attend. Mais le clan ne lui demande pas son accord. Dans l'univers d'Ozunu, l'enfant n'appartient plus à lui-même à partir du moment où il franchit les portes du domaine. Son passé est effacé, ses souvenirs n'ont plus d'importance, son identité est remplacée par une seule mission: devenir un assassin. Et le film insiste très vite sur une idée brutale. Chez les Ozunu, l'entraînement n'est pas seulement physique. Il est psychologique. Chaque douleur a un but. Chaque humiliation sert à casser quelque chose à l'intérieur de l'enfant. Le maître ne veut pas seulement que ses élèves deviennent rapides ou forts. Il veut qu'ils cessent de penser comme des êtres humains ordinaires. Le corps de Raizo devient alors un champ de bataille. On le frappe, on le pousse, on l'oblige à recommencer encore et encore. Il apprend à manier les armes, à se déplacer dans l'ombre, à frapper sans hésitation. Mais il apprend aussi autre chose, beaucoup plus sombre. Il apprend que la compassion peut être punie, que l'attachement peut devenir une faiblesse, et que la peur doit être cachée même quand elle dévore tout de l'intérieur. Cette idée donne une dimension tragique au personnage. Raizo n'est pas seulement un guerrier impressionnant parce qu'il sait se battre. Il est impressionnant parce que chaque geste qu'il maîtrise a été payé par une partie de son enfance. Chaque réflexe, chaque cicatrice, chaque silence vient d'un système qui lui a volé le droit d'être simplement un garçon. Le maître Ozunu apparaît alors comme une figure terrifiante. Il n'a pas besoin de crier tout le temps pour dominer. Sa présence suffit. Il est calme, dur, presque cérémoniel, comme s'il croyait profondément à la noblesse de ce qu'il fait. Et c'est justement ce qui le rend dangereux. À ses propres yeux, il n'est pas un monstre. Il est le gardien d'une tradition. Il croit préserver un art ancien, une lignée d'assassins capables de survivre à toutes les époques. Mais derrière cette tradition, il y a une cruauté simple. Des enfants sont brisés pour que des puissants puissent acheter la mort. Le film nous montre que le clan fonctionne sur une logique de peur absolue. Personne ne doit désobéir. Personne ne doit fuir. Personne ne doit aimer plus fort que la règle du maître.
Même les élèves les plus talentueux restent prisonniers de cette structure. La force ne donne pas la liberté. Au contraire, plus un élève devient fort, plus le clan attend de lui une obéissance totale. C'est dans cet environnement que Raizo grandit. Et très tôt, on comprend qu'il possède un potentiel particulier. Il résiste mieux que les autres, il apprend vite, il encaisse la douleur avec une détermination qui impressionne même ceux qui le surveillent. Pour Ozunu, Raizo n'est pas un enfant à protéger. C'est une matière rare à façonner. Un futur assassin d'élite. Peut-être même son plus grand succès. Mais cette réussite apparente cache déjà une faille. Parce que Raizo observe. Il ressent. Il ne comprend pas toujours ce qui se passe en lui, mais il n'est pas vide. Le clan veut le transformer en arme sans émotion. Pourtant, il garde quelque chose de silencieusement humain. Il voit la souffrance des autres enfants. Il comprend la peur. Il sent l'injustice, même s'il ne sait pas encore comment la nommer. Et dans un système aussi violent, garder cette sensibilité est presque un acte de résistance. C'est là que Kiriko prend une importance énorme. Elle n'arrive pas dans l'histoire comme un simple souvenir doux au milieu de la brutalité. Elle est le contrepoint de tout ce que le clan essaie d'imposer. Là où Ozunu répète que la douleur rend fort, Kiriko rappelle que la douceur peut aussi sauver quelque chose. Là où l'école enseigne l'obéissance, elle laisse entendre qu'une autre vie est possible. Pour Raizo, Kiriko devient une présence différente. Elle ne nie pas le danger. Elle sait où elle vit. Elle sait que le clan ne pardonne pas. Mais elle refuse de croire que cette prison est le seul destin imaginable. Et cette idée, dans le monde d'Ozunu, est presque plus dangereuse qu'une arme. Raizo, lui, est encore prisonnier de son conditionnement. Il a été entraîné à ne pas rêver, à ne pas poser de questions, à accepter la douleur comme une étape normale. Pourtant, au contact de Kiriko, quelque chose change. Elle lui donne un aperçu d'un monde qu'il n'a jamais connu, un monde où l'on pourrait choisir, partir, respirer, exister autrement que comme une ombre au service d'un maître. Ce qui rend cette relation touchante, c'est qu'elle reste simple. Ninja Assassin ne transforme pas leur lien en grande romance longue et détaillée. Le film n'en a pas besoin. Dans le contexte où ils vivent, un peu de tendresse suffit à devenir immense. Une parole sincère peut être plus puissante qu'un entraînement entier. Un regard de compréhension peut devenir la seule preuve que Raizo n'est pas encore complètement perdu. Et c'est précisément pour cela que cette relation menace le clan. Ozunu sait que l'attachement crée des choix, et un assassin qui choisit n'est plus parfaitement contrôlable. Le maître peut tolérer la souffrance, la rivalité, l'ambition, même la colère, tant que tout cela reste dirigé au service du clan. Mais il ne peut pas tolérer la liberté intérieure. Il ne peut pas accepter qu'un élève commence à penser que sa vie lui appartient. C'est pourquoi l'histoire de Kiriko prépare la fracture de Raizo. Elle ne lui donne pas seulement une raison d'aimer. Elle lui donne une raison de comparer. Avant elle, le monde d'Ozunu peut sembler total, inévitable, presque naturel. Après elle, ce monde apparaît pour ce qu'il est vraiment, une prison construite sur la peur. Dans les scènes d'entraînement, le film montre aussi comment la violence devient un langage. Les enfants ne discutent pas leur place. Ils la gagnent par la douleur. Les plus faibles sont écrasés. Les plus forts sont récompensés, mais cette récompense n'a rien de chaleureux. Elle signifie seulement qu'ils seront utilisés davantage. Même la réussite est une chaîne. Raizo apprend à supporter des blessures qui auraient arrêté un autre homme. Il apprend à ne pas reculer devant les coups. Il apprend à transformer chaque agression en réponse plus rapide. Mais le prix est terrible. À force d'être traité comme une arme, il risque vraiment de devenir exactement cela. Le film utilise beaucoup le corps de Raizo pour raconter cette transformation. Ces cicatrices ne sont pas seulement des marques visuelles destinées à le rendre impressionnant. Elles sont comme une carte de son passé. Chaque trace rappelle une leçon imposée, une punition, un moment où son corps a survécu alors que son esprit aurait pu se fermer définitivement. Quand on le voit adulte, on comprend que ce corps n'est pas seulement musclé ou entraîné. Il est écrit par la violence. C'est l'une des raisons pour lesquelles le personnage fonctionne dans un film aussi stylisé. Raizo parle peu, mais son histoire est visible. Son silence n'est pas vide. Il contient tout ce qu'il n'a jamais pu dire enfant. Il contient la peur, la colère, la honte, la mémoire de Kiriko
et ce désir de vengeance qui n'a pas explosé d'un seul coup, mais qui a grandi lentement sous la surface. Face à lui, Takeshi représente une autre possibilité. Lui aussi a été formé par le clan. Lui aussi a connu l'entraînement, la souffrance, la domination d'Ozunu. Mais contrairement à Raizo, Takeshi semble avoir accepté le système. Il devient le rival, le soldat fidèle, celui qui incarne ce que Raizo aurait pu devenir s'il avait complètement abandonné son humanité. Cette opposition est importante. Le film ne dit pas seulement que Raizo est fort. Il montre qu'il est différent. Dans un univers où tout pousse les élèves à se ressembler, où chacun doit devenir une extension de la volonté du maître, Raizo garde une faille intime. Et cette faille, paradoxalement, est sa vraie force. Parce qu'Ozunu peut former des tueurs. Il peut apprendre à ses élèves à attaquer dans l'ombre, à supporter la douleur, à manipuler les armes, à disparaître après un meurtre. Mais il ne peut pas contrôler entièrement ce qui se passe quand une victime comprend son propre bourreau. Raizo connaît la méthode du clan parce qu'il l'a subie. Il connaît ses règles parce qu'elles ont marqué son corps. Il connaît sa cruauté parce qu'elle a détruit son enfance. Et un jour, cette connaissance va se retourner contre Ozunu. C'est là que l'enfance de Raizo devient plus qu'un simple flashback. Elle est la clé de toute la structure du film. Sans cette enfance, Raizo pourrait n'être qu'un assassin rebelle très doué. Avec elle, il devient un survivant. Un homme dont chaque combat porte une mémoire. Chaque fois qu'il affronte un ninja, il n'affronte pas seulement un adversaire. Il affronte une version de ce qu'on voulait faire de lui. Le spectateur comprend alors pourquoi la vengeance de Raizo n'est pas seulement personnelle au sens classique. Bien sûr, il veut faire payer Ozunu. Bien sûr, il veut détruire ceux qui ont tué l'innocence autour de lui. Mais son combat va plus loin. Il veut briser un système qui continue à voler des enfants, à les entraîner, à les vendre comme instruments de mort. Et au centre de cette révolte, il y a Kiriko. Elle est la première personne qui lui montre que fuir n'est pas forcément de la lâcheté. Dans le monde d'Ozunu, partir signifie trahir. Mais pour Kiriko, partir signifie redevenir humaine. Elle comprend peut-être avant Raizo que survivre dans cette école ne suffit pas. On peut survivre physiquement et perdre tout le reste. On peut devenir fort et ne plus être libre. On peut obéir si longtemps qu'on finit par oublier qu'on avait un choix. Cette idée trouble Raizo. Elle l'attire et l'effraie en même temps. Parce que choisir une autre vie signifie affronter tout ce qu'il a appris. Cela signifie admettre que le maître ment, que la douleur n'est pas une vérité sacrée, que l'obéissance n'est pas une destinée, que le clan n'est pas une famille mais une cage. Et quand une cage commence à être vue comme une cage, elle ne peut plus redevenir un foyer. À ce stade, le film prépare un moment décisif. Kiriko ne veut plus seulement rêver de liberté. Elle veut tenter de fuir. Et cette décision va changer Raizo pour toujours, parce qu'elle va montrer le vrai visage du clan d'une manière impossible à oublier. Jusqu'ici, Raizo pouvait encore croire qu'il survivait dans un monde cruel mais ordonné. Après ce qui arrive à Kiriko, il ne pourra plus se mentir. Il comprendra que le maître Ozunu ne protège rien, ne transmet rien de noble, ne sauve personne. Il possède, il punit, il détruit. Et c'est dans cette blessure que naît la future rébellion de Raizo. Car parfois, une vengeance ne commence pas au moment où un homme prend une arme. Elle commence bien avant, au moment exact où il voit une injustice, et comprend qu'il ne pourra jamais l'oublier. Kiriko comprend ce que Raizo n'ose pas encore dire à voix haute. Le clan Ozunu n'est pas une famille, c'est une prison. Et dans une prison comme celle-là, le plus grand crime n'est pas de tuer. Le plus grand crime, c'est de vouloir partir. Depuis l'enfance, les élèves ont appris que l'extérieur n'existe presque pas. On leur a répété que leur seule valeur vient du clan, que leur seul avenir est dans l'obéissance, que leur seul honneur est de devenir une arme parfaite. Mais Kiriko refuse cette logique. Elle a vu assez de douleur pour comprendre que survivre sous Ozunu ne signifie pas être vivant. Elle sait que chaque jour passé dans ce lieu arrache un peu plus de ce qui reste d'humain en eux. Pour elle, fuir n'est pas seulement chercher la sécurité. C'est reprendre possession de son âme. Raizo, lui, est partagé. Une partie de lui est attirée par cette idée, parce qu'au fond, il ressent la même chose. Il sait que ce monde est faux, que cette discipline sacrée n'est qu'un masque posé sur la cruauté. Il sait que le maître Ozunu exige une loyauté qui ressemble davantage à une possession qu'à un enseignement.
Mais Raizo a été formé pour étouffer ce genre de pensée. Chez les Ozunu, le doute est une faiblesse. L'attachement est une faille. L'espoir est presque une maladie. Alors quand Kiriko parle de partir, elle ne propose pas seulement une fuite. Elle ouvre une porte que Raizo a peur de regarder. C'est ce qui rend son personnage si important. Elle ne donne pas à Raizo sa force physique. Il l'a déjà. Elle ne lui apprend pas à combattre. Le clan s'en charge chaque jour. Mais elle lui donne quelque chose de beaucoup plus dangereux. Une autre manière de voir sa propre vie. Grâce à elle, Raizo commence à comprendre que la douleur qu'il subit n'est pas une vérité naturelle. Elle lui a été imposée. Et ce qui a été imposé peut un jour être rejeté. Dans un film aussi violent que Ninja Assassin, cette idée apporte une dimension plus humaine. Les scènes de combat sont spectaculaires, les attaques sont sanglantes, mais l'origine émotionnelle de tout cela est beaucoup plus simple. Un enfant a vu une personne qu'il aimait être détruite par le système qui prétendait l'élever. À partir de là, chaque coup porté par Raizo adulte portera l'écho de cette blessure. La tentative de fuite de Kiriko devient donc un moment central. Elle sait que le risque est immense. Personne ne quitte le clan Ozunu sans payer un prix. Le maître ne peut pas laisser partir un élève, parce qu'un élève libre devient une preuve vivante que son autorité peut être refusée. S'il laisse une personne s'échapper, tout son système commence à trembler. Les autres pourraient imaginer la même chose. Ils pourraient comprendre que l'obéissance n'est pas une fatalité. C'est pour cela que la fuite de Kiriko est condamnée à devenir un exemple. Dans l'esprit d'Ozunu, punir Kiriko ne suffit pas. Il faut que tout le monde voie ce qui arrive à ceux qui rêvent de liberté. Il faut transformer son courage en avertissement. Il faut que la peur referme la porte qu'elle a ouverte dans l'esprit des autres. Et Raizo, malheureusement, est celui qui reçoit le choc le plus profond. Quand Kiriko est rattrapé, l'illusion tombe complètement. Le clan révèle son vrai visage, sans cérémonie, sans pitié. Il ne s'agit plus d'entraînement, plus de tradition, plus de discipline. Il s'agit de domination pure. Kiriko est traitée comme une traîtresse parce qu'elle a voulu être libre. Et dans ce monde, la liberté est une menace qui doit être écrasée. Pour Raizo, ce moment devient une blessure fondatrice. Il ne voit pas seulement la mort d'une personne aimée. Il voit ce que le clan fera toujours à ceux qui refusent de se soumettre. Il comprend que l'amour n'est pas interdit parce qu'il rend faible, comme le maître le prétend. Il est interdit parce qu'il donne une raison de résister. C'est là que tout change. Raizo ne se révolte pas forcément immédiatement de manière ouverte. Le film ne le transforme pas d'un seul coup en héros libéré. Ce serait trop simple. Au contraire, ce qui rend cette transformation intéressante, c'est qu'elle reste longtemps intérieure. La douleur s'installe, la colère se referme, la mémoire se grave. Il continue à survivre dans le clan, mais quelque chose en lui a déjà quitté Ozunu. Son corps est encore là. Son esprit, lui, commence à se détacher. Cette fracture intérieure est l'un des moteurs les plus forts du personnage. Raizo apprend à cacher ce qu'il ressent, parce que le clan l'a entraîné à cela. Mais cacher une émotion ne veut pas dire la détruire. Plus il se tait, plus la colère devient profonde. Plus il obéit en apparence, plus son rejet intérieur grandit. Et un jour, cette accumulation ne peut plus rester enfermée. Le film nous montre alors Raizo adulte comme le résultat de cette longue maturation. Ce n'est pas un homme impulsif qui se retourne contre son clan sur un coup de tête. C'est quelqu'un qui a porté sa douleur pendant des années. Il connaît les techniques des Ozunu, mais aussi leurs mensonges. Il connaît leur force, mais aussi leur arrogance. Il sait qu'ils se croient invincibles parce qu'ils vivent dans l'ombre depuis trop longtemps. Et il sait surtout qu'ils ne s'attendent pas à ce que leur propre création devienne leur chasseur. Cette idée est très efficace pour un film de vengeance. Le héros n'est pas un étranger qui découvre l'ennemi de l'extérieur. Raizo est né, symboliquement, dans la gueule du monstre. Il parle son langage, il connaît ses couloirs, ses rituels, sa manière de frapper. Quand il affronte les ninjas d'Ozunu, il ne découvre pas leur violence, il la reconnaît. Et cette reconnaissance donne à ses combats une intensité particulière. Chaque affrontement devient un retour du passé. Quand une lame surgit dans l'obscurité, Raizo sait comment elle a été pensée. Quand un assassin disparaît dans l'ombre, il sait quel entraînement l'a rendu possible. Quand le clan envoie plusieurs tueurs contre lui, il sait que derrière chacun d'eux
se cache peut-être un autre enfant brisé, un autre corps transformé en instrument, une autre vie volée par Ozunu. C'est aussi pour cela que Raizo n'est pas un héros lumineux. Il ne cherche pas à sauver tout le monde avec un sourire noble. Il est sombre, marqué, violent. Sa vengeance le rapproche parfois du monde qu'il veut détruire. Et c'est justement cette tension qui le rend plus intéressant. Pour vaincre les monstres qui l'ont créé, il doit utiliser les compétences qu'ils lui ont imposées. Autrement dit, Raizo se bat avec les chaînes qu'on lui a mises. Cette contradiction traverse tout le film. Ses talents viennent du clan, mais son but est de l'anéantir. Sa discipline vient d'Ozunu, mais sa volonté vient de la blessure que le maître a provoquée. Ses techniques sont celles d'un assassin, mais sa révolte naît d'un refus intime d'être seulement cela. Dans le présent, Mika ne connaît pas encore toute cette histoire. Elle voit d'abord Raizo comme une présence étrange, dangereuse, presque impossible à classer. Il l'aide, mais il n'est pas rassurant au sens classique. Il apparaît avec la violence de ceux qu'elle cherche à comprendre. Il sait trop de choses. Il frappe trop vite. Il porte sur lui une histoire qui semble plus lourde que ses mots. Et pourtant, c'est lui qui peut la maintenir en vie. Le film construit ainsi une alliance intéressante entre deux personnages qui viennent de mondes opposés. Mika appartient au monde des preuves, des institutions, de la logique moderne. Raizo appartient au monde des cicatrices, des secrets, des ombres. Elle veut exposer la vérité. Lui veut détruire la source de cette vérité. Elle cherche encore à comprendre. Lui comprend déjà trop bien. Mais ils ont un objectif commun. Le clan Ozunu ne doit plus rester invisible. Pour Mika, c'est une question de justice et de vérité. Pour Raizo, c'est une question de mémoire et de vengeance. Et ces deux motivations vont se renforcer mutuellement. Sans Mika, Raizo pourrait rester un fugitif solitaire, condamné à combattre le clan dans l'ombre, sans que le monde comprenne jamais ce qui se passe. Sans Raizo, Mika n'aurait presque aucune chance de survivre assez longtemps pour prouver ce qu'elle a découvert. Leur rencontre donne donc au film sa direction principale. L'enquête cesse d'être seulement un dossier dangereux, et la vengeance de Raizo cesse d'être seulement une guerre personnelle. Les deux lignes narratives se rejoignent. Faire sortir le clan de l'ombre et l'obliger à affronter les conséquences de ses propres crimes. Mais bien sûr, Ozunu ne reste pas passif. Pour le maître, Raizo n'est pas seulement un traître, il est une humiliation vivante. Il est la preuve que même le plus grand entraînement peut échouer si l'être humain refuse de mourir complètement à l'intérieur. Et parce qu'Ozunu a bâti son autorité sur l'idée d'un contrôle absolu, il ne peut pas tolérer l'existence d'un ancien élève qui lui échappe. Takeshi, de son côté, incarne cette fidélité toxique au clan. Il n'est pas simplement un adversaire physique. Il est le miroir sombre de Raizo. Là où Raizo a gardé une faille humaine, Takeshi semble avoir embrassé la logique d'Ozunu. Il représente le fils idéal du système, celui qui accepte la violence, l'ordre, la cruauté, et qui considère la trahison de Raizo non comme une libération, mais comme une honte. Le conflit entre eux dépasse donc la rivalité. Il oppose deux réponses à la même souffrance. Raizo a été brisé et a décidé de se retourner contre ceux qui l'ont brisé. Takeshi a été brisé et a décidé de défendre le système qui l'a façonné. C'est une opposition tragique, parce qu'elle montre que tous les enfants du clan ne sont pas sauvés par la douleur. Certains deviennent exactement ce qu'Ozunu voulait. Et cela rend Raizo encore plus seul. Sa vengeance n'est pas seulement dangereuse parce que le clan le poursuit. Elle est dangereuse parce qu'elle l'oblige à affronter des gens qui partagent son passé. Chaque ennemi renvoie à une partie de lui-même. Chaque combat lui rappelle ce qu'il aurait pu devenir. Et chaque victoire le rapproche d'un dernier affrontement avec l'homme qui a donné une forme à toute sa souffrance, le maître Ozunu. À ce moment du récit, on comprend que Ninja Assassin fonctionne comme une descente vers l'origine du mal. Le film commence avec des attaques dans le monde moderne, avec des victimes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Puis il remonte peu à peu vers la source. L'école, l'entraînement, le maître, la punition de Kiriko, l'enfant Raizo, et cette idée terrible qu'une tradition peut devenir monstrueuse quand elle place l'obéissance au-dessus de la vie. La mort de Kiriko n'est donc pas seulement un souvenir triste. C'est le point de rupture morale de l'histoire. Avant elle, Raizo pouvait encore croire qu'il existait une logique dans l'ordre d'Ozunu. Après elle, cette logique est morte.
Il ne reste qu'un maître qui possède des enfants, une organisation qui vend la mort, et un survivant qui a enfin une raison de revenir. Mais la vengeance, dans ce film, n'est jamais propre. Raizo ne peut pas simplement dénoncer le clan et attendre que la justice officielle fasse son travail. Les Ozunu vivent précisément dans l'espace où la justice n'arrive pas. Ils frappent avant les preuves, disparaissent avant les témoins et utilisent la peur pour effacer les traces. Pour les atteindre, il faut entrer dans leur monde. Mika commence à le comprendre. Plus son enquête avance, plus elle se rend compte que les règles normales ne suffiront pas. Elle peut avoir raison, elle peut avoir des indices, elle peut même convaincre quelques personnes autour d'elle, mais face aux assassins d'Ozunu, la vérité seule ne protège personne. Ce qu'elle a découvert est assez important pour la faire tuer, mais pas encore assez solide pour arrêter ceux qui la traquent. C'est là que Raizo devient indispensable, non pas parce qu'il est invincible. Le film prend soin de montrer qu'il peut être blessé, capturé, épuisé, mais parce qu'il est le seul à comprendre la logique intime de l'ennemi. Il ne combat pas les Ozunu comme un policier combattrait des criminels. Il les combat comme un ancien fantôme revenu hanter la maison qu'il a créée. Et bientôt, cette guerre cachée va quitter les souvenirs pour exploser dans le présent. Mika a ouvert un dossier que personne ne voulait ouvrir. Raizo a réveillé une vengeance que le clan croyait pouvoir étouffer. Ozunu, lui, ne peut pas laisser ces deux menaces se rejoindre. Alors les ombres se mettent en marche. Et cette fois, elles ne viennent pas seulement pour effacer une preuve. Elles viennent pour récupérer ce qu'elles considèrent encore comme leur propriété, Raizo lui-même. À Berlin, Mika Coretti avance dans une enquête qui ressemble de moins en moins à un simple dossier criminel. Au départ, elle suit des traces, des transferts d'argent, des morts suspectes, des liens trop propres pour être des coïncidences. Elle travaille avec la logique d'une analyste. Si plusieurs éléments séparés mènent vers la même direction, alors il existe probablement une structure cachée derrière tout cela. Mais le problème, c'est que cette structure dépasse ce que ses collègues sont prêts à accepter. Dans un bureau d'Europol, l'idée qu'un ancien clan ninja puisse encore exécuter des contrats au service de clients puissants paraît presque ridicule. On peut croire à des tueurs professionnels, à des mercenaires, à des réseaux criminels internationaux. Mais des ninjas, des clans d'assassins qui traversent les siècles, des hommes capables de sortir littéralement de l'obscurité pour massacrer une cible avant de disparaître, pour beaucoup, c'est trop. Et pourtant, Mika ne s'arrête pas. C'est justement ce qui la rend importante dans l'histoire. Elle n'est pas la plus forte physiquement, elle ne possède aucune technique secrète, mais elle a une qualité que le film valorise beaucoup. Elle refuse d'ignorer ce qui dérange. Là où les autres préfèrent classer l'affaire comme une hypothèse trop bizarre, elle continue à regarder les détails. Et dans un monde bâti sur le secret, regarder trop longtemps devient déjà une forme de danger. Mika commence à comprendre que certaines morts politiques, certains assassinats très propres, certains paiements dissimulés peuvent former un schéma. Chaque élément pris séparément paraît fragile. Mais ensemble, ils dessinent une silhouette. Pas encore un visage. Pas encore une preuve absolue. Mais assez pour sentir que quelqu'un, quelque part, utilise une organisation ancienne comme une machine de mort moderne. Ce qui rend cette partie du film intéressante, c'est le contraste avec les scènes de Raizo. D'un côté, nous avons le corps, la violence, les cicatrices, les lames. De l'autre, nous avons les fichiers, les archives, les montants, les rapports. Mika ne combat pas dans les ombres comme Raizo. Elle combat dans la lumière froide des bureaux, avec des documents, des connexions et des soupçons. Mais plus elle avance, plus le film montre que ces deux mondes ne sont pas séparés. L'argent du monde moderne nourrit encore des violences très anciennes. Les décisions politiques peuvent engager des tueurs invisibles. Les institutions peuvent croire qu'elles contrôlent la réalité, alors que certaines vérités circulent juste sous leur surface. Mika veut alerter. Elle veut que l'enquête soit prise au sérieux. Mais elle se heurte à une résistance presque naturelle. Ses supérieurs ne veulent pas forcément croire à une conspiration aussi étrange. Ils peuvent penser qu'elle interprète trop, qu'elle relie des choses qui ne devraient pas l'être, qu'elle court après une légende. Et dans un film comme Ninja Assassin,
Cette incrédulité n'est pas seulement un obstacle administratif, elle est une protection pour le clan. Parce que le clan Ozunu survit précisément grâce à cela. Il survit parce que personne ne veut croire totalement à son existence. Il survit parce que ses crimes semblent impossibles. Il survit parce que ceux qui parlent de lui passent pour des fous avant de passer pour des témoins. C'est une arme redoutable. Si la vérité paraît absurde, elle a moins besoin d'être cachée. Mais Mika insiste, et plus elle insiste, plus elle approche d'une ligne qu'elle ne pourra plus franchir sans conséquence. À partir de ce moment, le film change d'énergie. L'enquête n'est plus seulement intellectuelle, elle devient physique. Le danger sort des documents pour entrer dans la vie de Mika. Les ombres qui semblaient appartenir à l'histoire de Raizo commencent à toucher son monde à elle. Et c'est là que le spectateur comprend que la curiosité de Mika l'a placée sur une liste. Elle n'est plus seulement une analyste qui enquête. Elle est devenue une cible. La première grande attaque contre elle confirme tout ce qu'elle craignait sans pouvoir encore le prouver. Le clan ne répond pas comme une organisation criminelle classique. Il ne cherche pas à l'intimider avec un message ordinaire. Il envoie la mort directement. Et cette mort arrive avec la même logique que dans la scène d'ouverture. Elle vient de l'obscurité, elle frappe vite, elle transforme l'espace le plus banal en piège. C'est ici que Raizo intervient. Son apparition n'est pas celle d'un sauveur rassurant. Il n'arrive pas comme un héros lumineux qui promet que tout ira bien. Il surgit presque comme une autre ombre, mais une ombre dirigée contre celle d'Ozunu. Pour Mika, la scène est terrifiante parce qu'elle découvre en quelques secondes que tout ce qu'elle étudiait à distance est réel. Les ninjas existent, leur violence existe, et l'homme qui la sauve appartient lui aussi à cet univers. Raizo combat avec une efficacité qui semble presque surnaturelle, mais le film prend soin de rappeler que cette efficacité vient d'une réalité très concrète. L'entraînement. Chaque mouvement est rapide parce qu'il a été répété pendant des années. Chaque réflexe est précis parce qu'il a été forgé dans la douleur. Raizo n'est pas magique. Il est le résultat extrême d'un système extrême. Et cette distinction est importante. Ninja Assassin stylise énormément son action, mais il ne présente pas Raizo comme un super-héros invulnérable. Il peut saigner, il peut souffrir, il peut être dépassé par le nombre. Son avantage vient de sa connaissance intime de l'ennemi. Il sait où les ninjas vont frapper, comment ils utilisent l'ombre, comment ils exploitent la peur. Il ne les affronte pas seulement avec ses muscles, il les anticipe avec sa mémoire. Mika, de son côté, doit absorber en quelques instants une vérité impossible. Son enquête n'était pas une erreur, mais avoir raison ne la protège pas. Au contraire, cela la condamne. Elle comprend que le monde officiel auquel elle appartient n'est pas prêt à la défendre contre une menace qu'il ne veut pas vraiment reconnaître. Cette prise de conscience crée un lien forcé entre elle et Raizo. Elle n'a pas le luxe de choisir calmement si elle lui fait confiance. Les tueurs sont déjà là. Le clan a déjà décidé qu'elle devait disparaître. Raizo devient donc son seul point d'appui, même s'il reste lui-même inquiétant. Et c'est cette tension qui donne de l'énergie à leur alliance. Mika n'est pas simplement impressionnée par Raizo. Elle se méfie de lui. Elle veut comprendre qui il est, pourquoi il l'aide, ce qu'il sait et ce qu'il lui cache. Raizo, lui, n'est pas habitué à expliquer. Il agit plus qu'il ne parle. Il protège Mika parce que leurs objectifs se rejoignent, mais il garde la distance d'un homme qui a appris très tôt que l'attachement pouvait coûter la vie. Le film installe alors une dynamique où chacun représente ce qui manque à l'autre. Mika apporte la preuve, la possibilité de rendre le clan visible, la connexion avec le monde institutionnel. Raizo apporte la survie, la connaissance du terrain, la capacité à affronter physiquement les assassins. Ensemble, ils deviennent plus dangereux pour Ozunu que séparément. Et c'est justement pour cela que le clan doit les arrêter. Ce qui est intéressant, c'est que Raizo ne cherche pas simplement à fuir. Il aurait pu rester caché, continuer sa guerre personnelle dans l'ombre, frapper quelques membres du clan ici et là. Mais l'enquête de Mika change l'échelle du conflit. Pour la première fois, il existe peut-être une chance de faire plus que survivre. Une chance d'exposer l'organisation, de briser son invisibilité, d'obliger le monde moderne à regarder ce qu'il refusait de voir. Pour Raizo, cela ne remplace pas la vengeance, mais cela lui donne une direction plus grande. La vengeance personnelle devient une guerre contre le système.
Mika comprend aussi que Raizo porte en lui une histoire qu'il ne peut pas encore raconter simplement. Ses cicatrices, ses réactions, son silence, tout indique que le clan Ozunu ne l'a pas seulement entraîné. Il l'a possédé. Il a tenté de faire de lui un objet. Et s'il se bat maintenant contre eux, ce n'est pas parce qu'il a changé de camp comme un mercenaire. C'est parce qu'il essaie de reprendre ce qu'on lui a volé. Cette idée rend leur scène plus forte que de simples moments de fuite. Chaque échange entre eux révèle la différence entre connaître un danger et l'avoir vécu. Mika connaît le clan par les traces qu'il laisse. Raizo le connaît par les blessures qu'il porte. Pendant ce temps, Ozunu observe cette situation avec une logique froide. Pour lui, Mika est une menace parce qu'elle peut exposer les secrets. Raizo est une menace parce qu'il incarne une trahison. Mais ensemble, ils créent quelque chose de pire. Une faille entre l'ombre et la lumière. Si Raizo permet à Mika de survivre, et si Mika permet au monde de croire enfin à l'existence du clan, alors des siècles de peur silencieuse peuvent commencer à s'effondrer. Le maître ne peut pas accepter cela. La poursuite prend alors une dimension presque inévitable. Les ninjas ne viennent pas seulement tuer Mika pour fermer un dossier. Ils viennent rétablir l'ordre du clan. Ils viennent rappeler que personne ne révèle les Ozunu. Personne ne les quitte. Personne ne leur échappe. Mais Raizo a déjà prouvé le contraire. Il leur a échappé une première fois. Il a survécu. Il a appris à vivre en dehors de la cage. Et maintenant, il utilise exactement ce qu'Ozunu lui a enseigné pour protéger la personne qui peut faire tomber le secret. Cette ironie est au cœur du film. Le clan a créé un assassin pour servir l'ombre. Mais cet assassin devient celui qui aide à l'exposer. Ozunu a formé Raizo pour tuer sans hésiter. Mais c'est justement cette formation qui permet à Raizo de tenir tête au tueur envoyé contre Mika. Le maître a construit son propre ennemi. À mesure que l'action avance, le film continue à mélanger le présent et le passé. Les combats ne sont jamais complètement séparés des souvenirs. Quand Raizo affronte les assassins du clan, il affronte aussi l'enfant qu'il était. Il revoit l'entraînement, la punition, la peur, Kiriko, les ordres du maître. Sa violence actuelle est nourrie par une mémoire qui ne s'est jamais refermée. Et Mika devient le témoin de cette contradiction. Elle voit un homme capable d'une brutalité incroyable, mais aussi un homme qui choisit de la sauver. Elle voit un assassin, mais aussi une victime. Elle voit une arme, mais aussi quelqu'un qui essaie de ne plus appartenir à ceux qui l'ont fabriqué. C'est ce regard extérieur qui aide le spectateur à ne pas réduire Raizo à ses combats. Mika nous oblige à regarder derrière la surface. Derrière les lames, il y a un garçon qui n'a jamais eu d'enfance. Derrière le corps entraîné, il y a une douleur. Derrière la vengeance, il y a une tentative de libération. Mais le clan, lui, ne voit rien de tout cela. Pour Ozunu, Raizo reste un bien perdu, un élève défectueux, une honte à effacer. Cette absence de reconnaissance montre toute la cruauté du maître. Il ne comprend pas la souffrance de Raizo parce qu'il ne l'a jamais considérée comme une souffrance. Pour lui, c'était de l'éducation. Pour Raizo, c'était une destruction. La collision entre ces deux visions devient inévitable. Avant d'arriver à Ozunu, pourtant, Raizo et Mika doivent survivre à une guerre de plus en plus directe. Chaque tentative de fuite attire de nouveaux dangers. Chaque preuve trouvée les rapproche du cœur du système. Chaque minute passée ensemble augmente la colère du clan. Et au centre de cette tempête, une question devient de plus en plus forte. Raizo peut-il vraiment protéger Mika, alors qu'il est lui-même poursuivi par les fantômes de son passé? Car les Ozunu ne veulent pas seulement tuer ceux qui les menacent. Ils savent comment briser une personne de l'intérieur. Ils savent utiliser la peur, la douleur, la mémoire. Et contre Raizo, ils ont une arme que personne d'autre ne possède. Ils connaissent exactement l'endroit où ces blessures ont commencé. La prochaine étape ne sera donc pas seulement une fuite dans les rues de Berlin. Ce sera le moment où le passé de Raizo va revenir le chercher, avec les visages, les lames et les règles du clan qui l'a créé. À partir du moment où Mika et Raizo se retrouvent liés, Ninja Assassin devient une course contre une menace qui ne fonctionne pas comme les autres. Il ne fuit pas simplement des hommes armés. Il fuit une organisation qui sait attendre, surveiller, frapper, disparaître, et surtout transformer chaque espace en piège. La ville moderne, avec ses routes, ses immeubles, ses stations, ses appartements, devrait normalement donner un sentiment de sécurité.
Il y a des lumières, des passants, des voitures, des institutions, des caméras, des forces de l'ordre. Pourtant, le film renverse cette impression. Avec les Ozunu, aucun lieu n'est vraiment sûr. Une pièce éclairée peut cacher une attaque. Une rue peut devenir un couloir de mort. Même la présence de témoins ne garantit rien, parce que ces assassins ont été entraînés à agir dans l'instant où les autres ne comprennent pas encore ce qu'ils voient. Mika apprend cette vérité de la manière la plus brutale. Elle avait découvert le clan à travers des fichiers, des preuves, des schémas financiers. Mais maintenant, la théorie a un visage. Ou plutôt, elle n'en a pas. Elle se manifeste par des silhouettes rapides, des armes qui claquent, des corps qui tombent, et cette sensation permanente que le danger peut surgir de n'importe quel angle. Pour elle, tout devient soudain concret. Le clan n'est plus un nom étrange dans un dossier. C'est une force qui la chasse. Raizo, lui, connaît déjà cette sensation. Elle a été son quotidien. Ce qui terrifie Mika, lui l'a appris enfant. Il sait que la peur est une arme utilisée par les Ozunu avant même la première attaque. Il sait que l'ennemi veut que la victime se sente encerclée, confuse, incapable de distinguer l'ombre ordinaire de l'ombre mortelle. Dans le monde du clan, tuer commence avant le coup. Cela commence par installer l'idée que l'on ne peut pas s'échapper. Et c'est précisément ce que Raizo refuse. Quand il protège Mika, il ne fait pas seulement obstacle aux assassins. Il défie tout le système mental du clan. Les Ozunu veulent que leur cible se sente déjà morte. Raizo leur répond par sa survie. Il leur montre que leur méthode peut être anticipée, que leur peur peut être retournée contre eux, que l'ombre n'appartient pas seulement à ceux qui obéissent encore à Ozunu. Cette partie du film permet aussi de mieux comprendre la différence entre Raizo et les autres ninjas. Les assassins du clan frappent en groupe, sous ordre, comme une extension de la volonté du maître. Leur identité personnelle semble presque effacée. Raizo, lui, combat seul, mais cette solitude devient une forme de liberté. Il n'a plus de maître derrière lui. Il n'exécute plus une mission. Il choisit, et dans Ninja Assassin, choisir est déjà une rébellion. L'alliance avec Mika reste pourtant fragile. Elle a besoin de lui, mais elle ne peut pas complètement oublier ce qu'il est capable de faire. Ses gestes sont trop violents, trop rapides, trop proches de ceux des tueurs qui la poursuivent. Raizo est à la fois son protecteur et la preuve vivante de l'horreur qu'elle veut dénoncer. Il incarne le crime et la résistance au crime. Il est le produit du clan, mais aussi son ennemi. Cette contradiction rend leurs échanges importants. Mika ne le regarde pas comme un héros simple. Elle voit les blessures, le silence, l'efficacité presque effrayante. Elle comprend qu'il a vécu quelque chose qui dépasse ce qu'un rapport peut contenir. Mais elle comprend aussi que, sous cette surface dure, Raizo n'est pas vide. S'il l'était vraiment, il ne la sauverait pas. Il continuerait seul, comme une arme lancée vers sa cible. Le fait qu'il reste auprès d'elle prouve qu'une part de son humanité a survécu. C'est ici que le souvenir de Kiriko continue d'agir, même quand elle n'est pas à l'écran. Raizo ne protège pas Mika uniquement parce qu'elle est utile à son combat. Bien sûr, son enquête peut aider à exposer Ozunu. Bien sûr, elle représente une chance stratégique. Mais il y a aussi autre chose. Mika, comme Kiriko autrefois, est une personne que le clan veut faire taire parce qu'elle refuse la prison qu'il impose. Kiriko voulait fuir physiquement. Mika veut sortir la vérité de l'ombre. Dans les deux cas, Ozunu répond par la mort. Pour Raizo, cette répétition est impossible à ignorer. Il a vu ce que le clan fait à ceux qui veulent être libres. Il ne peut pas regarder Mika devenir une nouvelle victime sans réagir. La protéger, c'est peut-être aussi protéger la mémoire de Kiriko. C'est faire cette fois ce qu'il n'a pas pu faire dans le passé. C'est refuser que la même cruauté se répète devant lui. Le film ne le dit pas toujours explicitement, mais cette logique émotionnelle donne du poids à l'action. Chaque scène de fuite devient plus qu'une démonstration de combat. Elle devient une tentative de réparer une blessure ancienne. Raizo ne peut pas ramener Kiriko. Il ne peut pas effacer les années d'entraînement. Mais il peut empêcher Ozunu de tout contrôler encore une fois. Mika, de son côté, doit apprendre très vite les règles d'un monde qui n'a jamais été le sien. Elle comprend que la police, les bureaux, les procédures et les preuves ne suffiront pas si elle est morte avant de pouvoir parler. Elle doit accepter l'aide d'un homme qu'elle ne maîtrise pas et entrer dans une logique de survie immédiate. Ce changement est brutal.
l'analyste devient une fugitive. La femme qui suivait les traces devient celle qu'on traque. Ce basculement est important pour le rythme du film. Après les scènes d'enquête et les flashbacks, l'histoire accélère. Les ennemis ne sont plus seulement évoqués, ils attaquent. Raizo ne parle plus seulement de leur danger. Il doit le contenir seconde après seconde. Le spectateur n'attend plus la preuve que les ninjas existent. Il attend de voir comment on peut survivre face à eux. Et la réponse du film est claire, presque personne ne le peut. Les Ozunu ne sont pas nombreux dans chaque scène, mais leur impact est disproportionné. Ils utilisent l'environnement, la surprise, la vitesse, la coordination. Ils ne combattent pas toujours comme des adversaires cherchant un duel honorable. Ils frappent comme une meute entraînée à éliminer une cible. C'est ce qui rend Raizo précieux. Il sait lire cette logique. Là où Mika ne voit qu'une attaque chaotique, lui voit des angles, des rythmes, des intentions. Cette capacité vient de son passé et elle a un prix. Chaque fois qu'il utilise ses compétences, Raizo utilise une partie de ce que le clan lui a imposé. Il se sert de la douleur transformée en réflexe. Il se sert des années de privation, des punitions, des entraînements impossibles. Le film montre ainsi une forme de paradoxe tragique. Pour combattre Ozunu, Raizo doit devenir l'assassin qu'Ozunu a formé. Mais la différence se trouve dans le but. Là où le clan tue pour l'argent et l'obéissance, Raizo tue pour briser la chaîne. Cette nuance est essentielle. Elle empêche le personnage de devenir simplement un double violent de ses ennemis. Raizo n'est pas pur. Il n'est pas innocent. Il a du sang sur les mains et le film ne cherche pas vraiment à le présenter comme moralement intact. Mais il y a chez lui un refus. Un refus de continuer à être l'instrument d'un maître. Un refus de laisser d'autres enfants vivre la même chose. Un refus de laisser Kiriko mourir une deuxième fois à travers chaque nouvelle victime du clan. Pendant que Mika et Raizo avancent, la pression augmente autour d'eux. Maslow, qui travaille avec Mika, commence lui aussi à être entraîné dans une réalité plus grande que ce qu'il voulait croire. Il représente une partie du monde officiel qui hésite entre scepticisme et responsabilité. Face à des preuves trop étranges, il pourrait choisir de fermer les yeux. Mais l'ampleur du danger l'oblige à prendre position. Ninja Assassin utilise ces personnages secondaires pour montrer que le secret du clan n'est pas seulement protégé par les ninjas eux-mêmes. Il est aussi protégé par la difficulté qu'ont les institutions à croire à l'invisible. Tant qu'une vérité reste trop improbable, elle peut circuler sous les radars. Mika doit donc lutter contre deux choses à la fois, les assassins qui veulent la tuer et l'incrédulité de ceux qui devraient l'aider. Raizo, lui, n'a plus aucune illusion sur les institutions. Son monde a toujours été celui de la force et de la survie. Pourtant, à travers Mika, il comprend que détruire Ozunu ne peut peut-être pas se limiter à tuer le maître. Si le clan existe depuis si longtemps, c'est aussi parce qu'il reste caché. Pour l'anéantir vraiment, il faut exposer son fonctionnement, le rendre vulnérable à la lumière, casser le mythe qui le protège. Mais cette idée crée un danger supplémentaire. Plus Mika devient importante pour cette exposition, plus elle devient précieuse comme cible. Ozunu ne peut pas laisser une analyste révéler les liens financiers, les assassinats et l'existence des clans. Et il ne peut pas laisser Raizo continuer à la défendre. Le maître doit donc resserrer l'étau. Cette pression mène le film vers des scènes où Raizo est poussé dans ses limites. Il peut être extrêmement fort, mais il n'est pas intouchable. Les ennemis sont nombreux, organisés, et ils connaissent sa manière de combattre parce qu'elle vient de la même école. Ils savent comment le blesser. Ils savent aussi comment utiliser son passé contre lui. La guerre n'est donc pas équilibrée comme un simple duel. Raizo affronte une famille toxique qui connaît son corps, sa mémoire, ses failles. Et c'est dans ces moments que l'on voit que sa vengeance n'a rien de facile. Il ne suffit pas d'avoir décidé de se retourner contre Ozunu. Encore faut-il survivre à la réaction du clan. Encore faut-il protéger Mika sans se perdre. Encore faut-il garder assez de lucidité pour ne pas devenir exactement ce que le maître a toujours voulu. Un homme qui résout tout par la mort, incapable de voir au-delà du combat suivant. Le film maintient cette tension entre efficacité et épuisement. Raizo paraît parfois presque invincible quand il surgit dans l'action, mais ses blessures rappellent que son corps a des limites. Il encaisse beaucoup, peut-être trop, mais il n'est pas une machine au sens absolu. Il souffre, il saigne,
il tombe. Et cette vulnérabilité est importante, parce qu'elle rend sa détermination plus impressionnante que sa technique. Un guerrier invincible impressionne pendant quelques minutes. Un homme blessé qui continue à avancer porte une autre énergie. Mika voit cela, et progressivement, son regard sur Raizo change. Il n'est plus seulement l'étranger dangereux qui lui a sauvé la vie. Il devient quelqu'un dont l'histoire explique la violence. Quelqu'un qui a été déformé par le clan, mais qui cherche encore une issue. Elle ne peut pas effacer ce qu'il est, mais elle commence à comprendre pourquoi il se bat. Cette compréhension ne transforme pas leur relation en romance forcée. Le film reste concentré sur la survie, l'action et la vengeance, mais elle crée une confiance minimale, fragile, nécessaire. Mika doit croire que Raizo ne l'utilisera pas simplement comme un outil. Raizo doit accepter que Mika puisse être plus qu'une responsabilité encombrante. Ensemble, ils doivent tenir face à un ennemi qui ne pardonne aucune erreur. Et pendant ce temps, le passé continue de se rapprocher. Parce que pour Ozunu, il ne suffit plus d'envoyer des assassins dans les rues. La situation devient personnelle. Raizo a humilié le clan, protégé une cible et ravivé une menace que le maître croyait contenir. À un certain niveau, Ozunu veut peut-être tuer Mika. Mais il veut surtout récupérer la domination sur Raizo. Il veut lui rappeler que personne n'échappe vraiment au clan. C'est là que l'histoire prépare son basculement vers une phase plus sombre. Après la fuite, après les combats, après les premiers moments d'alliance, vient le temps de la capture et de la confrontation avec les racines du cauchemar. Raizo ne pourra pas rester éternellement dans la position de celui qui protège et attaque depuis l'extérieur. Pour détruire le clan, il devra être ramené vers le lieu où tout a commencé. Et cette idée est beaucoup plus dangereuse qu'une simple bataille. Parce que retourner vers Ozunu, ce n'est pas seulement affronter un vieil ennemi. C'est revenir dans la maison de la douleur. C'est revoir les murs qui ont enfermé l'enfance. C'est retrouver Takeshi, les élèves, les règles, les souvenirs, et le maître qui pense encore avoir un droit sur lui. Raizo voulait peut-être choisir le moment de sa vengeance. Mais le clan va l'obliger à revenir plus tôt qu'il ne l'aurait voulu. Et quand les Ozunu referment leur piège, ce n'est plus seulement Mika qui risque de disparaître. C'est Raizo lui-même qui risque d'être ramené au point exact où son ancienne vie avait commencé. Sous le regard du maître, dans un monde où la douleur sert à fabriquer l'obéissance. Quand le clan Ozunu resserre son piège, le film entre dans une zone plus sombre. Jusque-là, Raizo pouvait encore avancer comme un homme en fuite, un survivant qui frappe depuis l'extérieur, une menace que le clan n'arrive pas complètement à contrôler. Mais à partir du moment où il est ramené vers ses ennemis, l'histoire change de nature. Ce n'est plus seulement une poursuite, c'est un retour forcé vers la source de sa douleur. Pour Raizo, être capturé ne signifie pas seulement perdre un combat. Cela signifie être replacé dans la position que le maître Ozunu lui a imposée toute son enfance. Celle du corps contrôlé, du corps blessé, du corps soumis à une volonté plus puissante. Le clan ne veut pas seulement le tuer rapidement. Il veut lui rappeler qu'il l'a fabriqué. Il veut lui faire sentir que sa liberté n'était peut-être qu'une illusion. Et c'est là que la cruauté d'Ozunu devient encore plus claire. Le maître ne voit pas Raizo comme un homme qui a choisi sa voie. Il le voit comme une propriété rebelle. À ses yeux, Raizo n'est pas un survivant, pas un enfant brisé devenu adulte, pas quelqu'un qui a le droit de refuser. Il est une arme qui a été mal orientée, un élève qui a oublié sa place, une honte à corriger, puis à effacer. Cette façon de penser est essentielle pour comprendre le conflit final. Ozunu ne cherche jamais vraiment à comprendre la souffrance de Raizo, parce que pour lui, cette souffrance était nécessaire. Les cicatrices, les punitions, l'humiliation, la peur, tout cela faisait partie de son idée de la formation. Il ne voit pas un crime dans ce qu'il a fait. Il voit une méthode, et c'est précisément ce qui le rend monstrueux. Un méchant qui sait qu'il est cruel peut encore reconnaître le mal qu'il provoque. Ozunu, lui, transforme sa cruauté en tradition. Il parle comme un maître, il agit comme un gardien d'un art ancien, mais ce qu'il protège réellement, c'est un système de domination. Il donne à la violence une apparence de discipline, et cette apparence lui permet de continuer sans remords. Raizo connaît ce mensonge mieux que personne. Quand il se retrouve de nouveau face au clan, chaque détail peut réveiller une partie de son passé. Les regards des élèves, les murs,
les règles silencieuses, la présence de Takeshi, tout renvoie à l'enfant qu'il a été. Le film utilise alors la capture non seulement comme un obstacle physique, mais comme une épreuve psychologique. Raizo doit survivre à la douleur présente, mais aussi à la mémoire de toutes les douleurs anciennes. C'est dans ces moments que l'on comprend à quel point son corps est devenu une archive de violence. Les blessures qu'il porte ne sont pas des décorations de héros d'action. Elles racontent l'histoire d'un enfant qu'on a frappé jusqu'à ce qu'il apprenne à ne plus trembler. Elles racontent des années d'obéissance forcée, des années où la douleur était présentée comme un enseignement, des années où la moindre émotion pouvait être utilisée contre lui. Et maintenant, le maître essaie de reprendre le contrôle par le même langage. La souffrance. Mais Raizo n'est plus l'enfant d'autrefois. C'est là que la différence devient décisive. Ozunu croit pouvoir le ramener mentalement dans la cage, mais Raizo a vu l'extérieur. Il a connu la solitude, la fuite, la survie loin du clan. Il a rencontré Mika, il a compris que l'existence des Ozunu pouvait être exposée, il a transformé sa vengeance personnelle en possibilité de destruction du système. Il n'est plus seulement un élève en révolte, il est devenu quelqu'un qui sait exactement ce qu'il combat. Cette lucidité le rend plus dangereux que sa force. Takeshi, lui, représente toujours l'autre chemin. Sa présence rappelle que tous les enfants du clan n'ont pas réussi à se détacher. Certains ont accepté la logique d'Ozunu si profondément qu'ils la défendent comme si elle était leur propre vérité. Takeshi n'est pas seulement fidèle au maître. Il semble avoir besoin de cette fidélité pour donner un sens à ce qu'il est devenu. Si le clan est une erreur, alors toute sa vie devient une erreur. S'il admet que Raizo a raison, il doit regarder en face sa propre prison. C'est pour cela que le conflit entre Raizo et Takeshi est chargé d'amertume. Ils viennent du même enfer, mais ils n'en ont pas tiré la même conclusion. Raizo a transformé sa douleur en rejet. Takeshi l'a transformée en loyauté. Raizo veut briser la chaîne. Takeshi veut prouver que la chaîne est honorable. Leur affrontement n'est donc pas seulement une question de technique ou de vitesse. C'est une bataille entre deux manières de survivre au traumatisme. Et dans ce genre de duel, personne ne sort vraiment indemne. Pendant que Raizo est confronté au clan, Mika continue de porter l'autre partie de l'histoire. Elle représente toujours la possibilité que le monde extérieur entre enfin dans cette forteresse de secrets. Le clan Ozunu peut neutraliser des individus, mais il ne peut pas éternellement contrôler une vérité qui commence à circuler. Mika a vu trop de choses. Maslow aussi commence à comprendre que cette affaire dépasse les limites d'une enquête ordinaire. Le film prépare alors un basculement important. L'ombre va être attaquée par la lumière. Jusqu'ici, les Ozunu avaient l'avantage de l'invisibilité. Ils choisissaient les lieux, les moments, les cibles. Ils surgissaient quand les autres ne les attendaient pas. Mais quand leur repère devient une cible, la logique s'inverse. Pour la première fois, ce ne sont plus seulement les ninjas qui entrent dans le monde moderne pour tuer. C'est le monde moderne qui s'approche du sanctuaire des ninjas pour les détruire. Cette idée donne à la fin du film une énergie particulière. Parce que l'assaut contre le clan n'est pas seulement une scène d'action. C'est une collision entre deux époques. D'un côté, les assassins formés dans une tradition ancienne, protégés par les ombres, les rituels, les lames et le silence. De l'autre, les forces modernes, les armes à feu, les projecteurs, la technologie, l'organisation militaire. Le film met en scène un choc visuel très clair. L'obscurité contre la lumière artificielle, le secret contre l'exposition, la vieille terreur contre la puissance brutale du présent. Mais avant cette explosion, il y a encore Raizo, pris au cœur du repère. Et ce positionnement est important. Il ne regarde pas la chute du clan de l'extérieur. Il la vit de l'intérieur, depuis l'endroit même qui l'a brisé. Le combat final ne peut pas se dérouler dans une simple rue ou un bâtiment anonyme, parce que l'histoire de Raizo exige un retour au lieu du traumatisme. Pour se libérer vraiment, il doit affronter Ozunu là où Ozunu régnait. Le maître pense peut-être que ce lieu lui donne l'avantage. Il connaît chaque règle, chaque élève, chaque symbole. Il est chez lui. Mais c'est justement là que Raizo peut lui reprendre quelque chose. En survivant dans le cœur du clan, il prouve que l'autorité d'Ozunu n'est pas sacrée. En se relevant malgré la douleur, il prouve que les méthodes du maître n'ont pas créé l'obéissance parfaite. Elles ont créé une colère assez forte pour revenir jusqu'à lui.
Cette tension rend chaque étape plus lourde. Raizo n'avance pas seulement vers un combat. Il avance vers le moment où il devra regarder son ancien maître non plus comme une figure intouchable, mais comme un homme. Un homme violent, dangereux, extrêmement entraîné, mais un homme quand même. Et dans un système fondé sur la peur, voir le maître comme un homme est déjà le début de sa chute. Car Ozunu a besoin d'être perçu comme plus grand que les autres. Il a besoin que ses élèves croient que sa parole est loi, que sa discipline est vérité, que sa punition est juste. Raizo, en le défiant, retire une partie de cette aura. Il montre qu'on peut désobéir, qu'on peut survivre, qu'on peut revenir. Et cette preuve est plus dangereuse pour le clan que n'importe quelle arme. Pendant ce temps, la violence monte d'un cran. Les forces extérieures approchent, les ninjas se préparent, les couloirs du repère deviennent des zones de guerre. La mise en scène transforme l'espace en labyrinthe de silhouettes, de lames, de tirs, de cris et d'ombres mouvantes. C'est le moment où Ninja Assassin assume complètement sa promesse. Un déchaînement d'actions sombres, sanglants, presque irréels. Mais le film garde son centre émotionnel. Raizo veut atteindre Ozunu. Tout le reste converge vers cela. L'enquête de Mika, la mort de Kiriko, l'enfance volée, la trahison du clan, les attaques dans Berlin, les blessures accumulées. Chaque ligne du récit pousse Raizo vers le maître. Et quand un film de vengeance fonctionne, c'est souvent parce que le spectateur ne veut pas seulement voir le héros gagner. Il veut voir le bourreau obligé de comprendre que sa victime n'est plus sous son pouvoir. C'est exactement ce que prépare Ninja Assassin. Ozunu a passé des années à enseigner que la douleur rend plus fort. Mais il n'a jamais compris que la douleur peut aussi se retourner contre celui qui l'impose. Il a formé Raizo à supporter l'insupportable, à frapper dans l'obscurité, à ne pas mourir quand son corps devrait s'arrêter. Puis il s'étonne que cette même créature, une fois libérée de son contrôle, soit capable de revenir le défier. C'est l'erreur tragique du maître. Il a confondu possession et loyauté. Il a cru qu'un enfant brisé deviendrait forcément un serviteur éternel. Il n'a jamais imaginé que cet enfant pourrait conserver assez de mémoire, assez de colère, assez d'amour perdu, pour transformer tout l'entraînement reçu en arme contre lui. Et maintenant, cette erreur arrive à sa porte. À mesure que l'assaut se prépare, Mika et Maslow deviennent aussi des témoins d'un monde qui n'aurait jamais dû être visible. Ils voient que la légende avait une structure, un lieu, des soldats, un maître. La vérité sort littéralement de l'ombre. Ce que Mika cherchait dans des dossiers apparaît devant les armes et les projecteurs. Le clan, habitué à effacer les traces, devient lui-même la scène du crime. Cette exposition est une forme de justice. Pas une justice propre, pas une justice calme, pas une justice de tribunal. Le film n'est pas construit pour cela, mais une justice brutale, cinématographique, où le secret est forcé de se montrer, où les assassins ne peuvent plus se cacher derrière leur mythe, où le maître Ozunu doit défendre son pouvoir non plus par la peur abstraite, mais par le combat direct. Et pour Raizo, ce moment signifie une chose, il ne peut plus reculer. S'il tombe maintenant, le clan survivra. Mika disparaîtra peut-être, les preuves seront étouffées, d'autres enfants seront entraînés, d'autres Kiriko seront punis. D'autres cibles recevront peut-être le sable noir sans comprendre que leur mort a déjà été achetée. S'il continue, il peut mourir. Mais il peut aussi faire ce que personne n'a réussi à faire. Briser le cœur du clan Ozunu. La prochaine étape est donc l'explosion totale. Les forces modernes entrent dans le repère, les ninjas sortent de l'ombre, et Raizo, blessé mais déterminé, avance vers le duel qui donnera enfin un sens à toutes ses cicatrices. Le maître Ozunu a passé sa vie à fabriquer des assassins. Mais il va devoir affronter celui qu'il n'a jamais réussi à posséder complètement. Quand l'assaut commence, Ninja Assassin abandonne presque toute retenue. Le film a préparé pendant longtemps l'idée que le clan Ozunu vit dans l'ombre, qu'il frappe sans être vu, qu'il contrôle la peur grâce au secret. Mais maintenant, ce secret est attaqué directement. Les forces extérieures pénètrent dans le repère, les projecteurs perçant l'obscurité, les armes modernes répondent aux lames anciennes, et le sanctuaire du clan devient un champ de bataille. Visuellement, c'est l'un des moments les plus importants du film. Pendant une grande partie de l'histoire, les ninjas avaient l'avantage parce qu'ils imposaient leur environnement. Ils surgissaient dans le noir, choisissaient l'angle, contrôlaient le rythme.
Mais dans l'assaut final, cette logique est bousculée. La lumière entre dans leur monde. Le bruit entre dans leur silence. Les tirs traversent l'espace où les ombres dominaient. Le clan Ozunu, qui semblait presque surnaturel quand il frappait des victimes isolées, doit maintenant affronter une force massive, organisée, moderne. Et pourtant, le film ne présente pas les ninjas comme soudainement faibles. Au contraire, il montre que même attaqués dans leurs propres repères, ils restent terrifiants. Ils se déplacent vite, utilisent les couloirs, surgissent au contact, transforment chaque recoin en menace. Les armes à feu apportent une puissance énorme, mais elles ne suppriment pas totalement la peur. Parce que l'ennemi peut encore apparaître trop près. Une balle peut manquer sa cible. Une lame, elle, n'a besoin que d'une seconde. Ce choc entre deux formes de violence donne au final une énergie particulière. D'un côté, la guerre moderne, bruyante, lumineuse, collective. De l'autre, une violence ancienne, silencieuse, individuelle, presque rituelle. Ninja Assassin n'essaie pas de rendre ce combat réaliste au sens strict. Il cherche plutôt à créer une sensation, celle d'un mythe qui explose sous nos yeux. Au milieu de ce chaos, Raizo avance. Il est blessé, épuisé, marqué par tout ce qu'il a déjà traversé. Mais c'est justement cela qui rend sa progression plus forte. S'il arrivait frais, intact, parfaitement invincible, le duel final aurait moins de poids. Le film veut que l'on sente qu'il paie chaque pas, que son corps est proche de la limite, que la vengeance n'est pas une ligne droite héroïque, mais un effort presque impossible. Raizo ne traverse pas seulement des ennemis, il traverse l'histoire de sa propre douleur. Chaque couloir du repère peut rappeler l'entraînement. Chaque silhouette armée peut renvoyer à un ancien camarade. Chaque ordre crié peut faire résonner la voix d'Ozunu. Et pourtant, il continue, parce qu'il ne combat plus seulement pour survivre. Il combat pour atteindre le centre du système. Cette idée donne à l'action une structure émotionnelle. Dans beaucoup de films, le dernier acte devient seulement une accumulation de combats plus grands. Ici, la montée de violence sert à pousser Raizo vers son origine. Plus il avance, plus il se rapproche de l'homme qui a voulu définir toute sa vie. Le maître Ozunu n'est pas simplement le chef final parce qu'il est le plus fort, il est le point de départ de toutes les blessures. Avant d'arriver à lui, il y a Takeshi. Takeshi représente la dernière barrière humaine entre Raizo et le maître. Il n'est pas seulement un adversaire loyal, il est le frère d'ombre, le rival formé dans le même enfer, celui qui a choisi de rester là où Raizo a choisi de partir. Leur affrontement est donc chargé d'un poids particulier, même si le film le présente avec beaucoup d'actions directes. Quand Raizo affronte Takeshi, il affronte une version possible de lui-même. Takeshi montre ce que le clan voulait obtenir. Un combattant féroce, fidèle, convaincu que la trahison de Raizo mérite la mort. Il ne porte pas seulement une arme, il porte l'idéologie du clan. Il défend l'idée que la souffrance subie devait mener à l'obéissance, pas à la révolte. Raizo, au contraire, prouve que la même souffrance peut produire une rupture. C'est ce qui rend leur duel plus intéressant qu'une simple rivalité physique. Les deux hommes connaissent les mêmes codes. Ils ont appris à bouger dans la même école, à frapper avec la même efficacité, à supporter la même douleur. Mais leurs gestes n'ont plus le même sens. Takeshi combat pour préserver la cage. Raizo combat pour la détruire. Dans ce genre de confrontation, chaque coup ressemble à un argument violent. Takeshi veut ramener Raizo à son statut de traître. Raizo veut dépasser l'image que le clan a construite de lui. Le combat devient une manière de dire ce qu'ils ne pourraient jamais expliquer calmement. Leur passé commun est trop sale, trop douloureux, trop lié au maître. Le film utilise alors la brutalité comme langage. Les corps s'entrechoquent, les armes claquent, les blessures s'accumulent. Rien n'est élégant au sens classique. Même quand la chorégraphie est stylisée, elle garde une sensation de rage. Ninja Assassin ne cherche pas la pure beauté martiale d'un duel calme et noble. Il veut une violence nerveuse, sombre, presque animale. Cette esthétique correspond au sujet. Le clan Ozunu n'est pas une école de sagesse. C'est un lieu de destruction. Les combats qui en sortent ne peuvent pas être propres. Ils portent la brutalité de leur origine. Quand Raizo surmonte Takeshi, le film enlève l'un des derniers liens qui le retenait à son ancienne identité. Takeshi incarnait la pression du clan, la rivalité, le jugement des frères restés sous l'autorité d'Ozunu. En le battant,
Raizo ne gagne pas seulement un passage physique. Il affirme que le clan ne peut plus le définir par le regard de ceux qui sont restés prisonniers. Mais cette victoire ne suffit pas. Parce que tout ramène au maître. Ozunu apparaît comme la figure finale, l'homme qui a construit ce monde et qui refuse de le voir s'écrouler. Sa présence est différente de celle des autres combattants. Il n'a pas besoin de courir partout pour imposer la peur. Il porte en lui l'autorité de celui qui a toujours été au centre. Même dans le chaos, il semble croire que l'ordre ancien peut encore tenir. Pour Ozunu, Raizo reste un élève. Même après la trahison, même après la fuite, même après les morts, il continue à le regarder à travers la hiérarchie du clan. C'est l'aveuglement du maître. Il ne voit pas un homme libre devant lui. Il voit une création qui refuse de reconnaître son créateur. Raizo, lui, voit enfin l'homme derrière le mythe. Cette différence est cruciale. Pendant l'enfance, Ozunu devait sembler immense, presque intouchable. Il représentait la loi, la punition, la peur, le destin. Mais dans le duel final, Raizo peut enfin le regarder comme un adversaire. Cela ne veut pas dire que le maître est faible. Au contraire, il est dangereux, expérimenté, capable de blesser Raizo profondément. Mais son pouvoir symbolique commence à se fissurer. Le moment où une victime cesse de voir son bourreau comme une force absolue est souvent le vrai début de la libération. Le combat entre Raizo et Ozunu est donc à la fois physique et mental. Chaque attaque du maître rappelle l'ancien contrôle. Chaque résistance de Raizo rappelle que ce contrôle ne fonctionne plus totalement. Ozunu peut encore le blesser, mais il ne peut plus le posséder. Il peut encore parler comme un maître, mais ses paroles ne suffisent plus à enfermer Raizo. Le film met alors en scène une vérité simple. Raizo ne gagne pas parce qu'il n'a plus peur. Il gagne parce que la peur ne décide plus pour lui. Cette nuance est importante. Après tout ce qu'il a vécu, il serait faux d'imaginer que la douleur disparaît. Kiriko ne revient pas. L'enfance n'est pas restaurée. Les cicatrices ne s'effacent pas. Mais Raizo peut choisir ce qu'il fait de cette mémoire. Ozunu a voulu que la douleur serve à fabriquer l'obéissance. Raizo la transforme en refus. Et ce refus devient plus fort que la doctrine du clan. Pendant que le duel progresse, l'assaut autour d'eux continue de détruire l'illusion d'invincibilité des Ozunu. Les assassins tombent, le repère est envahi, le secret est brisé. Le clan qui avait survécu dans le silence se retrouve exposé dans le bruit et le feu. C'est comme si le film matérialisait la fin d'un monde. Les ombres ne suffisent plus à protéger ceux qui ont trop longtemps vécu grâce à elles. Pour Mika, cette destruction a aussi un sens. Elle a commencé avec des indices presque impossibles à faire croire. Maintenant, elle voit le cœur de l'organisation. Elle voit la preuve vivante que son enquête était juste. Mais cette vérité ne vient pas sous une forme propre, organisée, prête pour un tribunal. Elle vient dans le chaos. Elle vient avec du sang, des explosions, des corps, des survivants traumatisés. Ninja Assassin ne promet pas une justice institutionnelle parfaite. Il promet une confrontation. Et dans cette confrontation, Raizo devient le point de bascule. Le duel final contre Ozunu demande à Raizo tout ce qu'il lui reste. Ce n'est pas seulement une question de technique. Il doit dépasser la fatigue, la douleur, les blessures, mais aussi l'empreinte mentale du maître. Il doit tuer non seulement l'homme qui se trouve devant lui, mais l'autorité intérieure que cet homme a laissée en lui depuis l'enfance. C'est pour cela que la victoire de Raizo ne peut pas être légère. Elle ne ressemble pas à un triomphe joyeux. Elle ressemble plutôt à une libération arrachée de force. Quand il finit par vaincre Ozunu, ce n'est pas seulement un méchant qui tombe. C'est une voix qui l'a poursuivi toute sa vie. Une voix qui lui disait qu'il appartenait au clan, que sa douleur était une dette, que son corps n'était qu'un outil. En tuant Ozunu, Raizo coupe ce lien. Mais la coupure ne signifie pas que tout est réparé. C'est l'un des aspects les plus intéressants de la fin. Le film donne une victoire claire, spectaculaire, mais il ne peut pas transformer Raizo en homme parfaitement guéri en quelques secondes. Ce qu'il a vécu reste avec lui. Les cicatrices restent. La mémoire de Kiriko reste. La violence qu'il a utilisée reste aussi. Pourtant, quelque chose a changé. Il n'est plus sous le regard du maître. Il n'a plus à répondre à la cage. La mort d'Ozunu libère Raizo d'un pouvoir, pas de tout son passé. Et c'est déjà énorme. Le repère qui semblait intouchable est ravagé. Le clan qui se cachait derrière la légende est touché au cœur. Mika survit, et avec elle,
la possibilité que cette vérité ne soit plus complètement enterrée. Raizo, lui, sort de cette bataille comme un homme encore blessé, mais différent. Il n'a pas retrouvé son enfance, il n'a pas effacé la mort de Kiriko, mais il a empêché Ozunu de continuer à définir le sens de sa vie. Cette conclusion fonctionne parce qu'elle reste cohérente avec le ton du film. Ninja Assassin n'est pas une histoire de rédemption douce. C'est une histoire de sang, de cicatrices et de vengeance. La libération ne vient pas par le pardon. Elle vient par la destruction de l'homme qui a transformé l'amour en faiblesse, la discipline en torture, et les enfants en armes. Mais avant de refermer complètement l'histoire, il faut comprendre ce que cette fin raconte vraiment. Parce que la mort d'Ozunu n'est pas seulement la victoire d'un combattant plus fort. Elle est la preuve que le système du clan contenait sa propre faiblesse depuis le début. En croyant pouvoir éliminer l'humanité de ses élèves, Ozunu a sous-estimé la puissance de ce qu'il essayait de détruire. Une mémoire, un attachement, une douleur injuste, un désir de liberté. Kiriko n'était pas la plus forte physiquement. Mais c'est son souvenir qui a survécu dans Raizo assez longtemps pour faire tomber le maître. Et c'est cette idée qui donne au dernier combat un sens plus profond que le simple spectacle. Les lames, les chaînes, les blessures, les cris, tout cela mène à une vérité très simple. On peut fabriquer un assassin, mais on ne peut pas toujours tuer l'être humain à l'intérieur. La prochaine partie doit donc expliquer la fin plus clairement, regarder ce que devient Raizo après cette victoire, et comprendre pourquoi Ninja Assassin reste dans la mémoire de certains spectateurs malgré ses défauts, justement parce qu'il transforme une histoire très simple en mythe de vengeance brutale et stylisée. La fin de Ninja Assassin fonctionne d'abord comme une libération. Pas une libération douce, pas une guérison complète, mais une rupture. Pendant toute l'histoire, Raizo a été poursuivi par le clan Ozunu, par son passé, par les règles de son maître, par la mort de Kiriko et par cette question silencieuse. Est-ce qu'un homme fabriqué pour tuer peut vraiment reprendre sa propre vie ? Le combat final répond à cette question de manière brutale. Raizo ne gagne pas parce qu'il devient un héros pur. Il ne gagne pas parce qu'il oublie la violence. Il gagne parce qu'il cesse d'appartenir à ceux qui l'ont créé en lui. C'est une nuance essentielle. Le film ne prétend jamais que Raizo peut effacer ce qu'il est devenu. Il ne peut pas redevenir l'enfant qu'il était avant Ozunu. Il ne peut pas récupérer les années volées. Il ne peut pas sauver Kiriko. Mais il peut empêcher le maître de continuer à posséder son présent. Quand Ozunu tombe, c'est tout un système qui perd son centre. Le maître n'était pas seulement un chef. Il était l'autorité absolue du clan, la voix qui justifiait la douleur, la figure qui transformait la cruauté en tradition. Sa mort ne détruit peut-être pas automatiquement toutes les traces d'un monde aussi ancien, mais elle brise le cœur émotionnel du film. Pour Raizo, cela signifie que la personne qui avait décidé du sens de sa souffrance n'a plus le dernier mot. Et c'est peut-être cela, le vrai ending explained du film. Ninja Assassin raconte une vengeance, bien sûr. Mais derrière la vengeance, il raconte surtout une reprise de contrôle. Ozunu a passé des années à expliquer à Raizo ce que sa douleur devait signifier. Selon lui, les coups rendaient fort. Les cicatrices prouvaient la discipline. La perte formait l'obéissance. L'attachement devait être puni. L'enfant devait mourir pour que l'assassin naisse. Raizo, à la fin, renverse cette logique. Il transforme les mêmes cicatrices en preuve contre son maître. Il utilise l'entraînement imposé pour détruire l'école qui l'a imposé. Il prend la souffrance qu'Ozunu voulait transformer en servitude et il en fait une révolte. La victoire n'efface donc pas la douleur, elle change son sens. C'est pour cela que la mémoire de Kiriko reste si importante jusqu'au bout. Elle n'est pas simplement un élément romantique du passé. Elle est la preuve que Raizo n'a jamais complètement accepté le monde du clan. Même quand il était silencieux, même quand il obéissait, même quand son corps devenait une arme, une partie de lui se souvenait qu'une autre vie pouvait exister. Kiriko représentait cette autre vie. Elle voulait partir. Elle voulait respirer en dehors de la cage. Elle voulait croire que l'identité d'un enfant ne devait pas être décidée par un maître cruel. Sa mort est censée servir d'avertissement. Ozunu veut que tous comprennent que la liberté mène à la punition. Mais dans le cœur de Raizo, cette punition produit l'effet inverse. Elle ne tue pas l'idée de liberté. Elle la rend inoubliable. C'est la grande erreur d'Ozunu.
Il croit que la peur efface tout. En réalité, parfois, la peur grave les choses plus profondément. La mort de Kiriko ne pousse pas Raizo à mieux obéir. Elle crée une fissure qui ne se refermera jamais. Et des années plus tard, cette fissure devient l'endroit par lequel tout le système commence à s'effondrer. La fin montre donc que la véritable faiblesse du clan n'était pas technique. Les Ozunu savent se battre, ils savent tuer, ils savent se cacher, ils savent survivre dans les angles morts du monde moderne. Leur faiblesse est morale. Ils pensent pouvoir supprimer l'humanité sans conséquence. Ils pensent qu'un enfant privé d'amour deviendra forcément plus contrôlable. Ils pensent que la douleur produit toujours la loyauté. Raizo prouve le contraire. Et cette idée donne une portée plus forte à un film qui, en apparence, mise surtout sur l'action sanglante. Oui, Ninja Assassin est rempli de combats, de lames, d'ombres et d'excès visuels. Mais son squelette émotionnel est très simple. Un homme revient tuer celui qui lui a volé son enfance. Et si cette histoire fonctionne pour beaucoup de spectateurs amateurs du genre, c'est parce qu'elle touche à quelque chose d'immédiat. La rage de Raizo est facile à comprendre. Son silence est chargé. Sa violence n'est pas gratuite dans son propre parcours, même si le film la stylise énormément. Après la mort d'Ozunu, la question devient alors « Que reste-t-il à Raizo ? Il reste un homme vivant. » Et dans l'univers de ce film, c'est déjà immense. Depuis le début, tout semblait vouloir le réduire à autre chose. Le clan voulait faire de lui une arme. Le maître voulait faire de lui une possession. Les ennemis voulaient faire de lui un traître à éliminer. Même son propre passé menaçait de l'enfermer dans une identité unique, celle de l'assassin. Mais en survivant, Raizo gagne la possibilité d'être plus que cela. Le film ne développe pas longuement son avenir, et c'est logique. Ninja Assassin n'est pas construit comme une grande reconstruction psychologique après le trauma. Il reste dans le registre du revenge movie stylisé. Pourtant, la dernière impression compte. Raizo n'est plus exactement le même homme qu'au début. Au début, il est un fugitif, une ombre solitaire, un ancien assassin poursuivi par son clan. À la fin, il est toujours marqué, toujours dangereux, mais il n'est plus sous la domination directe du maître. Il ne doit plus vivre pour répondre à Ozunu. Mika, elle aussi, survit avec une vérité qu'elle ne pourra jamais regarder comme un simple dossier. Elle a commencé l'histoire en suivant des traces financières, des liens entre assassinat et clan ancien. Elle finit par voir le cœur même de cette légende. Elle comprend que le monde est plus sombre et plus étrange que les institutions ne veulent l'admettre. Sa survie donne une forme d'espoir. Au moins une personne extérieure au clan sait. Au moins une personne peut porter cette vérité hors de l'ombre. C'est important, car le secret était l'un des piliers du pouvoir Ozunu. Les assassins n'étaient pas seulement dangereux parce qu'ils savaient tuer. Ils étaient dangereux parce que personne ne croyait vraiment à leur existence. Une menace invisible est plus difficile à combattre qu'un ennemi reconnu. Mika, en survivant, brise une partie de cette invisibilité. Mais encore une fois, le film ne donne pas une conclusion administrative propre. On ne voit pas une grande conférence mondiale où tout est expliqué, ni un procès détaillé, ni une réforme des services de renseignement. Ce n'est pas le type d'histoire que Ninja Assassin veut raconter. Sa justice est plus primitive, plus physique, plus mythologique. La vérité sort de l'ombre dans le bruit, le feu et le sang. Et c'est cohérent avec son style. Ninja Assassin est un film qui fonctionne par sensations fortes. Il veut que le spectateur sente les coups, les blessures, la peur de l'ombre, la violence des chaînes, le choc entre tradition meurtrière et monde moderne. Il n'essaie pas de rendre le mythe ninja réaliste au sens documentaire. Il essaie de lui donner une présence viscérale, presque cauchemardesque. C'est aussi pour cela que les critiques ont souvent été dures avec le film. Son scénario reste simple, certains personnages secondaires sont moins développés, et la violence stylisée peut sembler excessive pour ceux qui cherchent un récit plus subtil. Mais pour le public qui vient chercher une expérience d'action sombre, directe, sanglante et spectaculaire, le film offre exactement ce qu'il promet. Un ninja trahi, une organisation secrète, une vengeance personnelle et une avalanche de combats. La fin résume cette promesse. Raizo affronte son maître, détruit symboliquement son ancienne prison, sauve Mika et quitte le film comme un survivant. Pas comme un homme heureux, pas comme un homme réparé,
mais comme quelqu'un qui a enfin arraché son nom à ceux qui voulaient le posséder. Il y a quelque chose de très simple, presque archaïque, dans cette conclusion. Le bourreau tombe. L'élève brisé se relève. La mémoire de la personne perdue n'a pas été inutile. Le système qui semblait invincible révèle sa faille. Et le héros, au lieu de recevoir une récompense brillante, reçoit seulement le droit de continuer à vivre autrement. Ce autrement reste flou, mais il suffit. Parce que Raizo n'avait pas besoin d'un royaume, d'une médaille ou d'un grand discours. Il avait besoin de couper le lien. Il avait besoin que le maître ne puisse plus parler au-dessus de son existence. Il avait besoin que la mort de Kiriko mène à autre chose qu'un avertissement. À la fin, elle devient une cause. Un souvenir qui a traversé les années et qui a participé, silencieusement, à la chute d'Ozunu. C'est là que le film trouve son émotion la plus forte. Derrière tous les effets sanglants, derrière les combats exagérés, derrière les ninjas qui surgissent de l'obscurité, il y a une idée humaine. Ce qu'on détruit chez un enfant ne disparaît pas toujours comme on le croit. Parfois, cela se transforme. Parfois, cela attend. Parfois, cela revient sous la forme d'un homme adulte qui refuse enfin de baisser les yeux. Raizo est cet homme. Son parcours ne le rend pas innocent, mais il le rend compréhensible. Il a été formé par la violence, mais il ne se contente pas de servir cette violence. Il la retourne contre sa source. Et cette différence suffit à donner du sens à son combat. La fin de Ninja Assassin n'est donc pas seulement la mort du maître Ozunu. C'est la mort d'une illusion. L'illusion qu'un système peut posséder totalement une personne, effacer toute trace d'amour, toute mémoire, toute possibilité de choix. Ozunu croyait avoir fabriqué une arme parfaite. Il avait en réalité fabriqué l'homme capable de le tuer. Et quand Raizo sort vivant de cette histoire, il ne sort pas indemne, mais il sort libre. C'est cette liberté imparfaite qui reste après le dernier combat. Une liberté marquée par les cicatrices, gagnée dans la douleur, construite sur une vengeance, mais réelle malgré tout. Raizo ne peut pas changer son passé. Il ne peut pas redevenir celui qu'il aurait été sans le clan. Mais il peut empêcher Ozunu de continuer à écrire son avenir. Et pour un personnage né dans l'ombre, c'est déjà une victoire énorme. Maintenant, pour comprendre pourquoi le film continue d'attirer l'attention des amateurs d'action malgré ses défauts, il faut regarder ce qui se passait aussi derrière la caméra. Le casting de Rain, la présence symbolique de Sho Kosugi, la production liée à un cinéma d'action très stylisé, et cette réception particulière qui a fait de Ninja Assassin un film critiqué, mais difficile à oublier pour ceux qui aiment les œuvres brutales, sombres et assumées. Pour comprendre pourquoi Ninja Assassin reste encore présent dans la mémoire de certains amateurs d'action, il faut sortir un instant de l'histoire de Raizo et regarder le film comme un objet de cinéma. Parce que ce qui marque ici, ce n'est pas seulement le scénario. Le récit reste volontairement simple. Un assassin formé dans un clan secret se retourne contre son maître et affronte l'organisation qui lui a volé sa vie. Mais autour de cette base très directe, le film construit une identité visuelle et physique beaucoup plus mémorable. Ninja Assassin est un film qui mise sur le corps entraîné, le corps blessé, le corps transformé en arme, le corps marqué par des cicatrices. Dès que Raizo apparaît, son histoire semble déjà écrite sur lui. On n'a pas besoin d'un long discours pour comprendre qu'il a vécu dans la douleur. Sa posture, son silence, ses réactions et surtout ses marques physiques racontent une vie d'entraînement extrême. Dans ce genre de film, le casting devient donc essentiel parce que le personnage doit être crédible avant même d'ouvrir la bouche. Le choix de Rain, aussi connu sous son nom coréen Jung Ji-hoon, donne au film une dimension particulière. À l'époque, il est déjà célèbre comme chanteur, danseur et acteur en Asie, mais Ninja Assassin lui offre un rôle beaucoup plus physique, plus sombre, plus international. Le film repose énormément sur sa capacité à faire croire que Raizo est un homme forgé par l'effort, la discipline et la violence. Et même si le scénario ne lui donne pas toujours de longues scènes émotionnelles, son corps devient une partie du langage du film. Ce qui compte, c'est l'impression. Raizo doit sembler rapide, dangereux, presque silencieux, mais jamais totalement vide. Il doit porter la violence sans devenir seulement une machine. Rain apporte cette combinaison. Une présence contrôlée, une intensité physique et une forme de retenue qui correspond bien à un personnage enfermé depuis l'enfance dans l'obéissance et la douleur.
Face à lui, Naomi Harris joue Mika Koretti, et son rôle est très important pour équilibrer le film. Sans Mika, Ninja Assassin pourrait devenir uniquement une succession de combats et de souvenirs traumatiques. Elle apporte le regard extérieur. Elle permet au spectateur d'entrer dans le mystère par l'enquête, par la peur, par l'incrédulité. Elle ne vient pas du monde des ninjas, et c'est justement pour cela que sa présence fonctionne. Elle regarde Raizo comme nous pourrions le regarder, avec fascination, méfiance et progressivement une forme de compréhension. Rick Yoon, dans le rôle de Takeshi, apporte le miroir sombre de Raizo. Son personnage n'a pas besoin d'être très longuement développé pour remplir sa fonction. Il représente l'élève qui est resté fidèle, celui qui a accepté l'ordre du maître, celui qui transforme la même souffrance en loyauté plutôt qu'en révolte. Dans un film aussi direct, cette opposition est efficace. Raizo et Takeshi ne sont pas seulement deux combattants. Ils sont deux résultats possibles du même système. Mais la présence la plus symbolique reste peut-être celle de Shokosugi dans le rôle du maître Ozunu. Pour les amateurs de cinéma ninja, ce nom a un poids particulier. Shokosugi est associé à une époque où les ninjas occupaient une place forte dans le cinéma d'action populaire, notamment dans les années 80. Le voir incarner ici le maître d'un clan secret donne au film une forme de passage de relais sombre. Comme si Ninja Assassin reprenait une mythologie ancienne du cinéma d'action et la replongeait dans une esthétique beaucoup plus moderne, plus violente, plus numérique, plus sanglante. Cette combinaison explique une partie de l'identité du film. Ninja Assassin n'est pas un film ninja traditionnel au sens classique. Il ne cherche pas la sobriété. Il ne cherche pas une élégance réaliste. Il prend les codes de l'assassin de l'ombre, du clan secret, de l'entraînement cruel, de la vengeance personnelle, et les pousse vers un spectacle très graphique. Le résultat peut diviser, mais il ne laisse pas indifférent. La mise en scène de James McTeigue va dans ce sens. Après V pour Vendetta, il retrouve ici un cinéma beaucoup plus tourné vers l'impact physique immédiat. Les producteurs associés au projet, notamment dans l'univers de films d'action très stylisés de cette période, contribuent aussi à cette sensation d'un film qui veut frapper fort, presque comme un comic book violent en mouvement. Les ombres, les ralentis, les éclats de sang, les armes en chaîne, les silhouettes invisibles, tout cela crée un univers qui préfère l'intensité à la retenue. On peut évidemment reprocher au film son excès. Certains spectateurs peuvent trouver la violence trop numérique, trop répétée, trop exagérée. D'autres peuvent regretter que l'histoire reste assez simple ou que les personnages secondaires ne soient pas plus approfondis. Les critiques, à la sortie, n'ont d'ailleurs pas accueilli le film comme un grand classique du genre. Beaucoup ont souligné ses limites narratives, son côté très brutal, son manque de finesse. Mais il faut aussi reconnaître une chose. Ninja Assassin sait exactement quel type d'expérience il veut offrir. Il ne promet pas un drame intime très subtil. Il ne promet pas une enquête policière réaliste. Il ne promet pas une méditation calme sur les arts martiaux. Il promet un film d'action sombre, nerveux, sanglant, centré sur un assassin trahi, un clan secret et une vengeance spectaculaire. Et pour les spectateurs qui viennent chercher cela, le film possède une énergie assez rare. Son rythme ne cherche pas à calmer longtemps le spectateur. Même les moments de flashback ont une tension physique. Même l'enquête de Mika est rattrapée par la menace. Même les scènes de dialogue semblent souvent entourées par la possibilité d'une attaque. Le film donne l'impression que l'ombre n'est jamais loin, que l'espace peut toujours se refermer, que le clan peut surgir avant que la phrase soit terminée. C'est cette sensation qui reste. Ninja Assassin fonctionne comme une sorte de fantasme d'action brute. Il prend une peur très ancienne, l'assassin invisible, et la place dans un monde moderne qui se croit protégé par ses technologies. Il raconte que certaines menaces ne disparaissent pas parce que les sociétés deviennent plus avancées. Elles changent de forme, elles se cachent mieux, elles vendent leurs services à ceux qui ont assez d'argent pour acheter l'impunité. Cette idée, même traitée de manière très stylisée, donne au film un fond intéressant. Le clan Ozunu n'est pas seulement une secte d'assassins dans un lieu secret. Il représente aussi la persistance d'une violence ancienne au service de pouvoirs modernes. Les lames appartiennent au passé, mais les paiements, les contrats et les crimes politiques appartiennent très clairement au présent.
Raizo se trouve exactement entre ces deux mondes. Il est formé par une tradition meurtrière, mais il se retourne contre elle. Il porte l'héritage de l'ombre, mais il aide Mika à la révéler. Il utilise les armes du clan, mais il refuse son autorité. C'est cette position qui rend le personnage plus intéressant que son apparence de guerrier silencieux. Il est à la fois le produit du système et sa condamnation vivante. En revisitant le film aujourd'hui, on peut donc le voir comme une œuvre imparfaite, mais très cohérente dans son intention. Tout n'est pas subtil. Tout n'est pas parfaitement développé. Mais l'atmosphère, le corps de Raizo, la présence d'Ozunu, le souvenir de Kiriko et la violence visuelle créent une expérience reconnaissable. On sait très vite dans quel monde on se trouve. Et une fois que le film choisit son ton, il ne s'excuse jamais vraiment de l'assumer. C'est peut-être pour cela qu'il garde une place particulière chez les fans de films d'action extrême. Il appartient à cette catégorie de films que tout le monde ne défendra pas comme des chefs-d'œuvre, mais que certains spectateurs revoient pour une sensation précise. La noirceur, la vitesse, le sang, l'entraînement impossible, la vengeance, et cette image d'un homme qui sort de l'ombre pour se retourner contre ceux qui l'y avaient enfermé. Au fond, Ninja Assassin raconte une histoire très ancienne avec des outils modernes. Un enfant volé, un maître cruel, une prison déguisée en tradition, une personne aimée qui meurt parce qu'elle voulait être libre, un survivant qui revient affronter son créateur. Ce sont des motifs presque mythologiques, et le film les habille avec des combats chorégraphiés, des effets sanglants et une esthétique de thriller nocturne. C'est simple, oui. Mais parfois, dans le cinéma d'action, la simplicité peut fonctionner si l'émotion centrale est claire. Ici, cette émotion, c'est la colère d'un homme qui refuse que sa souffrance appartienne encore à son maître. Raizo ne cherche pas seulement à tuer Ozunu parce qu'il est l'antagoniste du film. Il le tue parce que tant qu'Ozunu vit, une partie de son enfance reste prisonnière de cette voie. La victoire finale n'est donc pas propre. Elle n'est pas lumineuse, elle n'est pas apaisée, mais elle a du sens dans l'univers du film. Raizo ne devient pas un homme ordinaire, il ne pourra probablement jamais l'être. Ce qu'il a traversé l'a transformé trop profondément. Mais il gagne quelque chose de plus réaliste pour ce type de récit, la possibilité de ne plus être défini uniquement par ceux qui l'ont détruit. Il ne choisit pas son passé, mais il choisit enfin sa rupture. Et c'est là que le film laisse son image la plus forte. Un homme couvert de cicatrices, né dans une école de mort, marche hors de l'ombre après avoir affronté le maître qui voulait le posséder. Derrière lui, il laisse un clan brisé, une légende exposée et le souvenir d'une jeune fille qui avait compris avant lui que la liberté valait plus que la survie dans une cage. Ninja Assassin n'est pas un film parfait, mais il sait être intense, violent, sombre, direct et parfois étonnamment tragique sous son apparence de pur divertissement sanglant. Il parle à ceux qui aiment les histoires de vengeance où le héros ne sort pas propre de la bataille, mais sort vivant, marqué, transformé, et enfin capable d'avancer sans demander la permission à son bourreau. Et c'est peut-être pour cela que, malgré ses critiques et ses excès, le film continue d'exister dans la mémoire des spectateurs qui aiment ce genre de cinéma, parce qu'il ne cherche pas à rendre la vengeance élégante. Il la montre comme une cicatrice ouverte, une colère longtemps retenue, et le dernier geste d'un homme qui refuse enfin d'être l'arme de quelqu'un d'autre. Si vous avez vu Ninja Assassin, dites en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Les combats, l'histoire de Raizo, la présence du maître Ozunu, ou cette ambiance sombre où les ninjas semblent sortir directement des cauchemars. Et si vous voulez un autre film d'action expliqué dans ce style, donnez aussi le titre du prochain film à analyser.